Ça a été des périodes très très sombres. Ils se sont quasiment tous alliés contre moi. Je me suis dit, mais attendez, ça va pas se passer comme ça. Je compte en faire un des plus beaux hôtels de Belgique, 4 étoiles. Avec ou sans vous, j'irai et je créerai mes équipes, mes protocoles, etc. Je pense qu'aujourd'hui, un business qui n'est pas visible sur la toile, il n'a rien compris. Aujourd'hui, les gens scrollent à longueur de journée. On se lève, on scrolle, on va dormir, on scrolle. L'offre, elle doit arriver. Ton nom, ce que tu fais comme business, ça doit inonder la toile pour que les gens ne pensent qu'à toi. C'est absolument fondamental. Il faut déléguer correctement, être présent quand c'est nécessaire, être absent quand c'est nécessaire aussi. Le meilleur entrepreneur, c'est celui qui n'est pas dans son business et quand son business tourne tout seul. Salut Pauline. Salut Alec. Tu vas bien? Super, et toi? Eh bien écoute, en pleine forme, super content que tu sois ici avec nous. Pauline, je te connais depuis un certain temps et à chaque fois je me suis dit quand est-ce que je vais pouvoir faire un épisode du Déclic avec toi. Donc hâte de vivre cet épisode, je vais te présenter. Comme à mon habitude, je présente nos invités, ce sera plus simple. C'est parti. Je t'épargne cette tâche fastidieuse de la présentation. Tu es directrice générale du domaine des Hauts-de-Fagne. Oui. Tu as fait d'un hôtel en faillite un établissement 4 étoiles au cœur de la réserve naturelle des Hauts-de-Fagne en Belgique. Tu as plus de 80 salariés aujourd'hui, tu reçois près de 33 000 clients par an. Oui. Tu as aussi créé Localizy, une société web marketing avec ton frère Guillaume. Tu es actionnaire de plusieurs sociétés détenues par ta famille. Ton patrimoine est estimé à plus de 15 millions d'euros. Mais cette réussite, très rapide, c'est faite à la force du poignet, à la force du travail. Tu le dis haut et fort, rien ne t'a été donné. Et on va le voir dans cet épisode ensemble au travers de ton parcours. Je te félicite, tout est juste. Magnifique. Je vais commencer directement par un post que tu as écrit récemment sur LinkedIn où tu dis pourquoi ne parler que de réussite, de chiffre d'affaires et de gros montants quand finalement, ce qui intéresse les auditeurs, c'est le chemin périlleux à emprunter, les douleurs, les périodes de grande solitude, les erreurs commises et la bonne manière de rebondir. Ça me parle et j'ai envie qu'on puisse creuser justement dans tout ce parcours, dans tout ce chemin et pas juste qu'on se concentre sur les belles réussites que tu as pu avoir et que tu vas avoir également au fil des ans. Tu es belge, d'origine italienne. Absolument. Ton père est immigré italien arrivé il y a de ça 50 ans, Oui. avec 50 euros en poche. 50 francs, très exactement. 50 francs en poche. Justement, est-ce que c'est un mythe familial ou c'est une réalité vécue? Non, c'est une vraie réalité. Mes parents ont connu la douleur en arrivant en Belgique. Alors ma maman, elle est belge, mais moi j'ai vraiment été éduquée du côté paternel, du côté de l'entrepreneuriat, avec cette douleur de l'immigration, du racisme à l'époque, etc. 4 frères, une sœur qui sont arrivés avec 50 francs en poche en sortant de leur wagon et qui aujourd'hui ont bâti pas mal de chouettes choses, des belles entreprises et surtout avec le sens de la réalité au quotidien. On a la connaissance de ce qu'est 1 euro, comment on en gagne 1000, etc. Et donc, voilà, ça a été mon éducation et le chemin parcouru jusqu'à présent. Donc la valeur travail, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésente. Je pense que chez nous, le travail, c'est la priorité des priorités. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est trop extrême? Je pense que quand le travail a sauvé des vies, a sauvé une famille, etc., c'est normal que ça passe en priorité. Nous, la génération d'après, on a quand même toujours été éduqués dans le dur. Et donc, finalement, c'est pas plus mal. Mais bon, c'est ce qui nous drive au quotidien, c'est certain. Une autre personne dans ta famille, une autre figure familiale qui est très importante, c'est ta grand-maman. Oui. Pourquoi? La nonna. Alors, la nonna, dans beaucoup de cultures, mais dans la culture italienne, c'est vraiment la mama, c'est la personne à écouter. Finalement, c'est un peu elle le leader de la famille. Elle a éduqué Alex et 5 enfants en travaillant dans les champs. Enceinte jusqu'à la dernière minute, en étant une femme au fourneau aussi et à la maison exceptionnelle, en leur donnant une éducation difficile, une éducation dure, en étant très stricte. Ils sont arrivés en Belgique avec rien du tout. Finalement, ils ont suivi les coutumes belges, les habitudes belges, etc. Ils sont arrivés quand même à un chouette niveau, puisque c'est une dizaine d'entreprises. Et elle leur a toujours dit, on arrive dans un pays, on s'installe d'une manière à respecter les coutumes, à respecter un petit peu toutes ces habitudes belges, etc. Et on fait notre place
par le travail. Et donc, c'est le fil conducteur de la famille. C'est une femme 360 degrés qui a assuré sur tous les points. Et elle est partie il y a une petite dizaine d'années. C'est clair que c'est un moteur à suivre et ça a été le mien, entre autres, évidemment. Quand tu dis travail, c'est également entrepreneuriat. Tout de suite, vous vous êtes orienté vers l'entrepreneuriat ou différemment? Alors, quand ils sont arrivés, au début, bon, ils sont 5, ils ont fait pas mal d'études dans divers secteurs, etc. Je vais plus parler de mon père. Donc, lui, il est expert comptable, expert fiscal. Et donc, avec ce sens très aiguisé des affaires, de vouloir créer, avoir une créativité très, très, très visionnaire, toujours déceler ce que l'autre n'a pas fait, etc. Et donc, nous, la génération d'en dessous, on a vraiment très fort suivi ce chemin de l'entrepreneuriat. Très jeune, on a commencé à travailler, je vais dire, l'âge n'était pas totalement officiel, mais c'était quand même 13-14 ans où déjà on gagnait nos petits sous, etc. Donc, il n'y a pas eu de voilà l'argent, faites ce que vous en voulez, ou voilà les entreprises, etc. On a commencé nos entreprises avec nos petits sous, etc. Et nos parents nous ont dit, nous, on a eu dur, donc vous aussi, en fait, vous allez avoir difficile parce que vous devez comprendre la dureté du travail, vous devez comprendre comment on monte une boîte, etc. On sera là pour vous accompagner d'un point de vue mentalité, d'un point de vue mindset, mais vous allez commencer en bas de l'échelle. Et franchement, pour moi, c'est la meilleure des écoles. Et donc, tu parles de la meilleure des écoles, justement. Et quand tu as la valeur travail, tu peux très bien t'orienter vers un chemin traditionnel, études, travail, bon job, etc. Ou alors entrepreneuriat, qui n'est pas la voie la plus simple. Pourquoi vous avez pratiquement tous choisi cette voie? Sincèrement, je crois que ça fait quand même partie de notre ADN dans la famille Pétat. Tout le monde est entrepreneur, tout le monde a voulu créer quelque chose, que ça soit des petites, des moyennes ou des grandes entreprises. Il y a un petit peu de tout. Ça fait partie de notre éducation aussi, ne pas avoir de patron, créer sa propre boîte, avoir ses équipes, répondre à une problématique, etc. Alors, si on avait été employé, salarié, que sais-je, ça aurait été aussi très bien. Mais franchement, on a préféré créer, nous, nos entreprises et être leader de nos boîtes. C'était comment le quotidien à la maison quand tu étais plus jeune? Je sais que tu n'aimais pas forcément l'école. Tes parents, ils ne voulaient pas quand même te laisser échouer et autres. Tu peux nous en dire plus? Oui, parcours scolaire très compliqué. Alors déjà, depuis toute petite, les profs disaient déjà Pauline, elle n'est pas comme tout le monde. Pauline, elle n'écoute pas trop les consignes, etc. J'étais un peu un cancre. Je dois dire que j'étais toujours celle qui faisait un peu différemment. Donc, depuis toute petite, chemin assez différent. Et puis, au lycée, j'ai raté. Et là, je tiens quand même à dire que j'ai subi une pression de la part du corps professoral à l'époque assez difficile. Parce qu'en fait, on m'a dit très vite, écoute, tu n'arriveras à rien, tu es un réel échec, etc. Attention, dans ce type de discours, ça peut très bien motiver des personnes, et ça a été mon cas, parce que je connaissais mon potentiel et je savais où je pouvais aller, et je sentais en moi cette différence, d'être un peu quand même différent du peloton général, où ça peut te tirer vers le bas. Donc ça, c'est pas toujours super, et je pense que c'est pas parce que tu rates à l'école qu'automatiquement tu es bon à rien. Et en fait, quand j'ai raté, mes parents m'ont dit, nous, on va pas te laisser rater. Okay. Et donc, ils m'ont mis dans une école privée. Donc là, je suis partie de la région liégeoise, où j'habite toujours actuellement, vers la région bruxelloise. Les écoles privées, à l'époque, dans ma classe, j'avais vraiment tout type de personnes. J'avais des personnes pour lesquelles les parents se saignaient réellement pour payer les cours, d'autres qui faisaient des crédits. C'était à l'époque finalement plus accessible que ce qu'on ne le pense, et ce qu'on ne le pense encore. Et donc, les professeurs m'ont remis sur le chemin des études du lycée général en Belgique, donc le meilleur niveau pour terminer son lycée. Et en fait, je suis passée d'un niveau catastrophe à un niveau excellent. Pourquoi ? Parce que mes professeurs de l'époque étaient aussi des entrepreneurs. Ils n'étaient pas là pour réciter leurs cours. Et donc, je me suis sentie comprise par un corps professoral plus à l'écoute, avec qui je matchais beaucoup plus. Et puis, voilà, j'ai retrouvé cette scolarité saine, etc. Mais mes parents étaient très durs. Il était pour eux impossible que je rate. Et tu sais, quand tu as 14 ans, tu dois quitter le foyer familial pour aller récupérer des années que j'avais ratées, partir sur Bruxelles, il y a plus d'1 heure de route, etc. Beaucoup de parents se disent, moi, je garde mes petits loulous près de moi, etc. Moi, mes parents m'ont dit, non, nous, on n'a pas fait des enfants pour nous, tu dois être la meilleure, tu dois avoir le meilleur des niveaux, on connaît ton plein potentiel. Donc, à la maison, très stricte. Mais tu te doutes que je me suis retrouvée dans une vie bruxelloise très jeune, où je me suis beaucoup amusée, mais voilà, j'ai retrouvé des études normales. Ensuite, j'ai fait les cours Florent à Paris pendant une petite année,
Et là, le théâtre m'a énormément aidée et m'aide toujours beaucoup dans mon travail actuellement, que ce soit dans les interviews, les radios, manager aussi des personnes, parler devant tout le monde, etc. Je pense que le théâtre aide beaucoup à se surpasser, confronter ses peurs, etc. Et puis, j'ai terminé mon parcours qui a été finalement assez court d'études en Floride, où j'ai fait une formation sur l'hôtellerie en anglais avant de racheter notre établissement hôtelier actuel. Donc, mes études supérieures ont été très courtes. Il n'y en a quasiment pas eu. Mais je suis super contente d'avoir retrouvé ce chemin très rapidement et que mes parents n'ont vraiment rien lâché. Ouais, parce que sinon, tu tombes vite en bas et voilà. Complètement, parce que c'est vrai que le système scolaire, parfois, lorsque tu ne veux pas rentrer dans les cases, ils vont avoir tendance plus à te saper qu'à s'adapter et à te permettre d'avancer. Tu l'as évoqué, tu as fait le cours Florent. Lorsque tu as ton bac en poche, tu rêves plus de paillettes que d'entrepreneuriat à un moment donné, justement. Qu'est-ce qui te stimulait en particulier et qui t'a poussé à vouloir aller faire le cours Florent à Paris? Alors, les cours Florent à Paris, c'est parce que je pense que j'ai toujours été un peu un petit pitre en étant beaucoup plus jeune. Donc, je faisais beaucoup rire, j'imitais tout le temps, je copiais les accents quand les gens parlaient, etc. Et c'est pour ça aussi que je rentrais pas du tout dans les rangs scolaires, parce qu'en fait, je rigolais toute la journée à l'école. Pour moi, la vie, c'est une fête, il faut pouvoir s'amuser de tout, rigoler de tout, etc. Et donc, les profs, évidemment, qui étaient beaucoup plus carrés, et c'est normal, ils devaient mener à bien leurs leçons. Avec moi, ça ne convenait pas trop. Donc, très vite, mes parents m'ont dit, OK, elle a besoin d'extérioriser, donc on va la mettre en cours de théâtre et autres. Et puis, pour moi, c'était logique, en fait, qu'après le lycée, j'emprunte ce chemin, ce chemin de l'acting. Mais attention, j'ai très vite réalisé que c'était un chemin qui ne me convenait quand même pas, parce que j'avais pas envie qu'on me donne des consignes et des ordres toute la journée en disant, voilà, tu peux tourner ça, tu peux dire ça. Donc, j'ai gardé tout le bon, mais en faisant quand même ma vie et en m'écoutant profondément. Tu évoques le fait qu'ensuite tu t'es retrouvé à Miami pour continuer tes études avant de recevoir un appel de ta famille à l'égard de justement l'hôtel dont on va parler. Oui. Comment tu te retrouves en Floride, à Miami, toute seule pour poursuivre tes études? Comment... Un peu dingue, en fait, parce que j'ai toujours raté les langues au lycée. Mais raté, hein, c'est-à-dire 10%. Vraiment l'échec total. Et là, bon, ça n'allait pas du tout les langues. Les langues aujourd'hui, c'est un nouveau diplôme ou c'est une belle complémentarité. Donc, j'avais quelques membres de ma famille qui étaient partis faire des cursus linguistiques en Floride. Et donc, bêtement, j'y suis allée comme ça. Sauf que, évidemment, tu t'en doutes, j'avais 18 ans, 19 ans. Je me suis retrouvée à Miami, dans cette ville exceptionnelle, avec une mentalité américaine, axée sur le travail, axée sur l'entrepreneuriat. Tout ce qui me correspondait très fort. Et ce chemin continuait, je vais dire, de par mon éducation. J'arrivais là où tout le monde travaillait, les gens cumulaient 2, 3 boulots, tout était possible, 24/24. Donc cette énergie, je l'ai absorbée. Et on a trouvé en fait tout simplement un parcours supérieur qui correspondait à ce que j'aimais. Et j'aimais déjà l'hôtellerie parce que je me suis toujours dit... Finalement, quand tu vas dans un magnifique hôtel, un magnifique palace, dans la vie, tu as réussi. Alors que pas spécialement. Donc, c'est dire à quel point d'année en année, on peut changer sa mentalité. Mais j'étais passionnée par ce fait de se dire, oh, il y a des gens, ils réservent des suites à je ne sais combien. Moi aussi, je veux le faire. Je suis passionnée d'hôtellerie. Finalement, les choses se sont relativement bien faites. Complètement. Justement, tu es là-bas aux États-Unis, tu reçois un appel de ta famille, tu as une vingtaine d'années plus ou moins. Oui. Une petite vingtaine, et ils t'expliquent qu'ils ont trouvé un hôtel abandonné, qu'ils ont envie de le reprendre et qu'ils ont besoin de toi pour ça, donc ils te font rentrer en Europe. Explique-nous justement cette situation et à quoi tu penses dans ce vol finalement Miami-Bruxelles. Ça a été dur, Alec, parce que quand tu pars très tôt de la maison, tu es super indépendant, tu as connu la vie tout seul, tu pars d'un village, tu te retrouves dans une première ville qui est Bruxelles, tu vois déjà ces perspectives d'évolution, tu te retrouves à Paris, puis tu te retrouves en Floride, tu es très jeune, tu as déjà vu beaucoup de choses, etc. Et là, tu t'installes super bien dans une ville où la mentalité te correspond à 100%, qui est quand même la méritocratie aux États-Unis, avec les bons et les moins bons côtés. Et là, on me dit, voilà, on s'est baladé dans les bois, dans une région en Belgique qui s'appelle les Hautes-Fagnes. Et on a trouvé un bâtiment abandonné
Il y a un potentiel de dingue parce qu'en fait, il est dans la réserve naturelle, ce qui veut dire que tu ne peux pas construire de manière massive, etc. Et celui-là, il est pour nous. Or, il est dans un état catastrophique. On a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et là, j'ai eu une semaine pour réfléchir. Soit je quittais ma ville de strass et paillettes, comme on dit, mais c'est cliché parce que quand tu habites là-bas, tu as une vie tout à fait normale. Hein. Attention, les strass et les paillettes, c'est 10% et c'est uniquement si tu en as envie. Et je restais là-bas et je vivais ma meilleure vie. Mais finalement, qu'est-ce que j'allais faire comme métier? J'avais fait ma formation dans l'hôtellerie, mais voilà. Où est-ce que je revenais à la raison? Et je pratiquais les langues que j'avais apprises, ma formation que j'aimais énormément, un domaine qui me passionnait et où je pouvais pleinement m'exprimer. Et la créativité a toujours été une de mes qualités, je pense. Et donc, j'ai toujours été beaucoup plus raisonnable que ce qu'on a pu penser, en fait. Et je suis rentrée. Donc, je suis passée de Miami à Ovifa, dans le fin fond des bois, où on passait d'une ville paradisiaque à croiser des biches et des cerfs en allant travailler tous les jours. Donc, un monde de différence. Et surtout, tu as l'impression qu'il y a 50 ans, hein, en termes de mentalité entre les deux villes. Et là, j'ai commencé. Je me suis dit, maintenant, c'est à moi. Je monte sur la scène et je donne tout. Et voilà. Et justement, lorsque tu rentres, on pourrait penser que tout de suite, on te propulse à la tête de la gestion de tout ça, avec un budget no limites, etc. En tout cas, comme je raconte l'histoire. Mais pas du tout. Tu commences tout en bas, il faut tout retaper, il faut tout refaire. Comment ça se passe je sais que il y a eu tout un parcours, justement. Très long parcours, très dur parcours. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent toujours que quand tu es la génération d'après et que tes parents ont un peu réussi ou ont fait quelque chose, que toi, tu es sur un piédestal et qu'on te donne tout, parce qu'en fait, c'est pas souvent le cas. Et évidemment, de par mon éducation très dure, très méritocrate, où il fallait travailler, etc., plus que les autres, j'ai dû prouver 10 fois plus. Et donc, je suis arrivée là, je suis rentrée dans cet hôtel, il n'y avait pas de toit. Les chambres d'hôtel, c'était vraiment des chambres de la mort. T'osais même pas déposer ton sac sur le lit. T'as vu les photos, c'était terrible. Les vieux motels un peu américains abandonnés, etc. C'était incroyable. Et là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire de cet hôtel? Et là, tout simplement, ma famille me dit, écoute, tu sais bien comment ça se passe chez nous, hein, donc tu commenceras à la plonge avec 500 € par mois, tu travailleras 6 à 7 jours semaine, du début de la journée jusqu'à la fin. Et dans l'hôtellerie, la fin, elle n'existe pas. La fin, c'est quand le client il a décidé de s'en aller ou de terminer son séjour ou sa table au restaurant. Donc, les premières années, elles ont été particulièrement difficiles parce que je suis arrivée là. À ce moment-là, il restait toujours quelques personnes qui travaillaient. On a fait des rénovations très sommaires qui n'étaient pas du tout gérées par moi. J'étais beaucoup trop jeune, qui étaient gérées par une équipe qu'on avait mis en place. Mais moi, j'avais rien à dire, Alex. J'étais la petite Pauline qui devait prouver, qui devait travailler, qui n'avait pas le droit de dire « Tiens, j'aimerais bien avoir congé la semaine prochaine, etc. » Et donc, ils ont fait un minimum de travaux pour pouvoir ouvrir cet établissement. Et ce n'est que d'année en année que, petit à petit, je suis montée de la plonge à commis de cuisine, à serveuse, à responsable de salle, réceptionniste, chef de réception, etc., etc. Et c'est après 7 ans, en fait, que j'ai repris la direction générale de l'établissement, que j'ai racheté également les parts d'autres acteurs financiers, parce que, encore une fois, j'avais pas trop envie d'avoir trop de patrons au-dessus de ma tête, etc. Donc, j'ai économisé pendant toutes ces années pour acheter voilà, les parts. Et aujourd'hui, je suis assez ravie de ce parcours parce que ça m'a appris la dureté du métier. Et surtout, ça m'a appris qu'il n'y a pas meilleure crédibilité que de commencer en bas de l'échelle. Complètement. Donc, ça, c'était il y a environ 14 ans. Oui. Pendant 7 ans, tu gravis tous les échelons. Tous. Tac, 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 tac. Tu économises, tu rachètes les parts. Oui. Et depuis 7 ans, tu as pris la tête justement de cet hôtel, qui est un magnifique hôtel, hein, qui plus est. On en parlera, etc., plus en détail. Mais c'est vrai que quand tu vois les photos avant et quand tu vois les photos maintenant, c'est incomparable, c'est méconnaissable. Oui. C'est assez dingue. Et je sais que
Ça peut être difficile quand tu es perçue comme la fille des patrons. C'est terrible. On t'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a eu un parcours assez semé d'embûches et malgré tout, de par cette force de caractère et cette Mhm. envie aussi peut-être de prouver et de monter et d'aller chercher ce que tu méritais. Tu as fait face à tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, quand je suis arrivée, les quelques personnes qui restaient de l'hôtel étaient mécontentes de me voir arriver parce qu'encore une fois, cette étiquette de fille du patron avait été posée sur mon front. Or, déjà, mes parents ne travaillaient pas du tout dans cet hôtel, puisqu'ils avaient racheté à plusieurs de manière familiale avec d'autres acteurs financiers comme les banques, etc. Donc, eux, ils avaient leur business et n'étaient pas là. Et ils ont dit, bah voilà, elle est là, elle a envie de travailler et faites-lui faire ce qu'il faut. Donc, tu sais, on arrive de manière tout à fait normale, avec nos petites chaussures, on ne veut prendre la place de personne. Et en fait, les gens directement se disent, elle est là, elle vient nous scruter, elle vient voir ce qui se passe, on a peur pour notre job, etc. Donc, ils m'ont fait vraiment un accueil catastrophique, si tu veux. Et puis, d'année en année, évidemment, j'ai fait du résultat dans les départements dans lesquels je travaillais. Et donc, le résultat les a dérangés. Et un point important dont j'ose aujourd'hui parler, on parle beaucoup de harcèlement. Beaucoup, on dit, voilà, les patrons harcèlent parfois leurs salariés. Alors, il y a des bons, il y a des mauvais patrons, il y a des bons, il y a des mauvais salariés. Moi, je ne fais aucune généralité, on a besoin de tout le monde. Mais moi, je l'ai vécu avec mes collègues, en fait, qui à ce moment-là étaient mes collègues. C'est-à-dire qu'ils se sont quasiment tous alliés contre moi pour que ma créativité, toutes mes idées, tout ce que j'avais envie de faire en termes de travaux, en termes d'innovation, je voulais upgrader l'hôtel, forcément. Ils étaient archi contre parce que eux, c'était peut-être des mentalités qui ne voyageaient pas beaucoup, qui n'avaient pas vu peut-être assez de choses d'un point de vue hôtelier. Moi, j'avais voyagé déjà beaucoup dans le monde entier, donc je ramenais de chaque voyage une pièce. Et c'est vrai, dans notre établissement hôtelier, chaque pièce vient de quelque part. Nos tables de massage viennent de Dubaï, nos protocoles de soins viennent du Japon. Chaque partie, vraiment, j'ai pris le meilleur de chaque voyage pour en faire aujourd'hui l'hôtel actuel. Et ils n'étaient pas en fait dans cette ouverture d'esprit-là. Et en fait, j'ai vécu un réel harcèlement où ils ont fait des lettres contre moi qu'ils ont envoyées au conseil d'administration avec les membres pour essayer de m'expulser de l'hôtel. Et ça a duré des années. Et je te parle, Alec, de personnes, pas des jeunes ados. Je te parle de gens qui étaient parents, qui étaient mariés, qui étaient proches de l'âge de la pension, etc. Tellement, en fait, ils étaient stressés pour leur poste et ils n'ont pas voulu me laisser m'exprimer. Et j'étais tellement déçue et tellement triste parce que déjà, je souffrais beaucoup intérieurement et ça a duré longtemps. Cet acharnement qu'ils ont fait n'a fait que chez moi développer une flamme supplémentaire. Déjà que ça brûle, déjà beaucoup. Mais alors là, vraiment, c'était le pompon. Et donc, moi, je me suis dit... vous ne me laissez pas m'exprimer, mais moi, par contre, ici, je compte en faire un des plus beaux hôtels de Belgique, 4 étoiles. Et avec ou sans vous, j'irai et je créerai mes équipes, mes protocoles, etc. Et on y est arrivé, mais je dois dire que ça a été des périodes très, très sombres. Et à mon avis, certainement parce que j'étais la fille du patron. Donc, c'est une étiquette, franchement, qui n'est pas toujours géniale à recevoir, surtout quand ta famille est très dure et te dit, tu commences à travailler, autant d'heures, tu auras 500 € par mois et tu n'as rien à dire. Donc, voilà, c'est pas toujours comme on pense. Si un entrepreneur qui nous écoute fait face à ce type de challenge, soit avec ses salariés ou avec des partenaires, avec des prestataires, avec des associés, quel conseil avec du recul tu lui partagerais pour faire face? Alors déjà, je lui conseillerais de se faire accompagner en termes de coaching, de mentoring, pour avoir vraiment des personnes, des alliés externes ou internes qui pourront totalement l'aider parce que sinon, on se sent complètement seul au monde. D'accord ? Donc ça, c'est un fait. Je lui dirais également de tout de suite s'améliorer en termes de management, parce que le management que tu vas avoir avec ces équipes-là va être relativement différent, puisque ces personnes-là te voient comme un adversaire, te voient comme une personne à abattre. Et donc, il va falloir comprendre très bien ton interlocuteur pour savoir exactement comment agir avec eux. Et puis surtout, travailler ce détachement. Ouais. Parce que quand on a un grand cœur, quand on aime les gens, comme moi, etc., tu te fais casser en 1000 morceaux. Donc, travailler ce détachement, son dev perso, ça n'a l'air de rien. Mais je ne l'ai pas fait à l'époque et j'aurais dû.
Et c'est bien plus tard que j'ai pris conscience de toutes ces choses que j'avais un peu apprises trop tard ou faites trop tard. Et donc, j'ai affronté un peu la montagne seule à l'époque. Alors, Dieu merci que j'avais des épaules assez solides, mais je dois quand même te dire que ça fait pas mal de dégâts quand j'étais plus jeune, c'est certain. Quel type de dégâts? Alors, beaucoup de pleurs en rentrant du travail, arriver à aller travailler dans sa propre boîte avec une boule au ventre, des insomnies très importantes, le fait de vouloir arrêter ce qu'on fait parce que personne ne croit en nous. Voilà, tout ça vient un petit peu se mêler, perdre la confiance qu'on a en soi. Alors, quand tu rajoutes le fait que tu es une femme et qu'en plus, tu es un peu féminine, alors là, vraiment, tu as le combo gagnant ou perdant pour certains, donc c'est encore plus difficile. Donc oui, les dégâts sont importants. J'ai été beaucoup mentorée pour pouvoir comprendre aussi leurs agissements à l'époque, comprendre quelles avaient été mes erreurs aussi, parce qu'évidemment, je ne suis pas parfaite. Et très clairement, en tant que manager, souvent les équipes pensent qu'on sait tout faire. On est super bon manager, on est super bon leader, on sait super bien gérer les ressources humaines, super bien gérer le pôle financier, être dispo 7/7, 24/24. Aujourd'hui, on demande à l'entrepreneur d'être parfait sous toutes les facettes. Mais c'est pas ça. C'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'on s'allie de bonnes personnes, des partenaires financiers, de partenaires marketing, de partenaires ceci, cela, etc., pour justement exceller. Donc, on est un peu mise sur la place publique et j'ai senti pendant des années qu'on me tirait dessus parce que j'étais mauvaise manager, parce que j'étais pas disponible tel dimanche, parce que je répondais pas à tel SMS le samedi soir, etc. En fait, chaque chose était bonne à lancer une pierre, je vais dire, et je le prenais avec trop de cœur à l'époque. Donc le conseil que j'ai, c'est beaucoup de détachement et surtout extrêmement bien s'entourer d'un point de vue coaching parce que je l'ai fait trop tard et c'est sûr que cette souffrance que j'ai vécue à l'époque d'avoir été complètement harcelée par mes équipes, c'est dommage. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, je ne leur en veux pas du tout, parce qu'il y en a certains avec qui je suis toujours en bons termes. Il y en a beaucoup qui se sont excusés des comportements. Et puis, bon, voilà, on a fait le travail X années après, donc je pense qu'ils se sont rendus compte que je ne voulais pas leur mal, mais je voulais juste monter ma boîte au maximum de ses capacités. Complètement. Et tout ça, tu y as fait face également parce que tu devais, d'une certaine façon, prouver ta crédibilité Évidemment. auprès d'eux, auprès de ta famille, etc. et montrer. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu dois prouver ta crédibilité? Est-ce que tous les jours, finalement, ce titre, il est en jeu? Quand même, quand tu travailles en famille, alors tu as la famille proche, parents, frères, etc. Et puis après, tu as la famille autour, les oncles, les tantes, etc. Certains, nous, à l'hôtel, ont été partenaires financiers de l'hôtel. Et puis, d'année en année, on a racheté les parts, etc. Et on a gardé ça dans un actionnariat, on va dire, au premier cercle familial. Il est certain que tu dois toujours prouver parce que tu as pris la place de certains qui sont sortis. Donc, on n'attend pas que tu te trompes, mais tu n'as pas trop quand même intérêt à te tromper. Donc, tu dois quand même toujours prouver. Quand tu as des partenaires, c'est comme ça. Tu dois prouver. Alors, quand tu es jeune, de nouveau, quand tu es une femme, hein, c'est terrible de dire ça. Pourtant, je ne suis pas du tout féministe, mais par contre, je suis dans la réalité des faits. Il faut quand même crédibiliser beaucoup plus un petit peu son travail. Donc, c'est un chemin dans lequel je ne suis pas encore sortie de là. Ça, c'est certain. Tu l'as évoqué déjà à deux ou trois reprises là, dans notre échange, le fait d'être une femme, c'est différent, en tout cas selon tes propos. Et je te rejoins, c'est vrai qu'il faut toujours prouver, ou en tout cas, il y a des fois des étiquettes qui peuvent être posées, ça peut être stigmatisant, etc. Pourquoi, selon toi, ces étiquettes et qu'est-ce qui change concrètement? Je pense que la Belgique, la France, ainsi que d'autres pays en Europe ne sont pas encore réellement prêts à accepter que des femmes aient des postes à responsabilité supérieure à des hommes. Pourtant, je suis issue de culture méditerranéenne. Pour moi, l'homme a sa place, la femme a sa place aussi, et c'est bien de ne pas vouloir prendre le rôle de l'autre. Donc, tu vois, je suis pas axée là-dessus. Mais par contre, aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts. Les hommes ne sont pas tous prêts, certains le sont, mais les femmes ne sont pas prêtes non plus. Parce que quand je parle de féminité, je n'ai pas un débat axé contre les hommes. Ça, c'est super important. C'est souvent l'amalgame qui est fait. Loin de là. Mais même les femmes, aujourd'hui, se disent « elle y est arrivée, oui, mais c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant, donc c'est normal ».
Ou celles qui ont des enfants, oui, moi, alors, j'ai pas eu la possibilité parce que je dois garder mes enfants, etc. Donc, il y a encore beaucoup de frustration par rapport à ça, où tu dirais que la femme doit choisir entre une carrière d'entrepreneur et une carrière d'épouse, compagne, maman, etc. Or que, je le disais en début d'interview, chez nous, ce sont les femmes qui ont montré le chemin en étant sur un 360 très complète. Et donc, j'ai été habituée par ça. Donc, pour moi, c'est la normalité, tu vois. Ouais. Et je pense que les femmes qui, aujourd'hui, ont ce discours-là, c'est des femmes qui n'ont peut-être pas fait le job, ou qui n'ont pas osé faire le job, ou qui n'ont pas eu la possibilité, certes, et peut-être des hommes qui se sentent un peu... voilà, on passe peut-être au-dessus d'eux, alors qu'en fait, pas du tout. On fait juste le job pour lequel, intrinsèquement, on le ressent, etc. Donc oui, il y a encore beaucoup à prouver et les pays en Europe ne sont pas prêts, Alec. Vraiment, j'ai habité aux États-Unis. Les femmes là-bas, elles ont beaucoup de responsabilités. C'est normal que la femme ait des très longues journées. C'est normal que la femme ait une nounou pour ses enfants parce qu'elle travaille, etc. Et que le temps perdu d'aller peut-être rechercher ses enfants pourrait être économisé avec une nounou 1 ou 2 heures par jour. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. Alors, je ne dis pas que je souhaite que ça arrive, mais les gens ne sont pas totalement prêts. Et je le vois parce que quand j'arrive quelque part et que je me présente, les gens disent, et c'est ce que j'ai écrit dans ce fameux post LinkedIn dont on parlait en début d'interview, « Ah bon, votre patron n'est pas là ? C'est vous qui gérez tout ça ? Mais attendez, comment c'est possible ? Expliquez-nous. Attendez, on va s'asseoir, on va prendre un café, parce que là, il doit y avoir un souci. » Or que pas du tout, l'histoire, c'est celle que j'explique et elle s'est faite comme ça. Ouais. Et tu évoques aussi beaucoup le fait de travailler en famille, c'est quelque chose Très important chez nous. très important. Et en même temps, souvent dans l'entrepreneuriat, on entend travailler en famille, ça peut être compliqué, il ne faut pas tout mélanger, Oui. etc. Avec du recul, qu'est-ce qui fait que chez vous, ça fonctionne et chez d'autres, ça ne fonctionne pas ? C'est vrai, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Alors, je ne vais pas dire que c'est génial partout de travailler en famille, c'est pas vrai. Tout dépend aussi le niveau d'entente de la famille, les valeurs partagées. Parce que c'est pas parce que tu es frère et sœur que tu partages les mêmes valeurs et la même manière de voir la vie, la philosophie du travail et autres. Chez nous, c'est le cas. Donc déjà, avant toute chose, on savait que l'entente, elle était super bonne par rapport à tout ça et qu'on pouvait se faire confiance. L'avantage aussi, c'est qu'on a cumulé les compétences de tout un chacun. Donc, toutes nos entreprises sont mélangées d'un point de vue actionnariat, avec une personne qui a plutôt la casquette du financier, une personne qui a plutôt la casquette du marketing, une personne qui est plutôt sur la vision et l'opérationnel. Et donc, tout ça a fait la force d'eux. Alors, après, il est clair que chez nous, quand ça clash correctement. Parce qu'en plus de ça, chacun veut absolument revendiquer sa manière de voir les choses. Et évidemment, Alec, que ça peut désaltérer l'entente familiale. Quand on a un conseil d'administration de 15 à 18 heures et que c'est parti en cacahuète et qu'à 18h30, on a un super repas de famille pour la fête des mamans, bah, c'est certain que ça serait mentir de dire que l'ambiance est toujours au beau fixe, etc. Et ça serait aussi super fort mentir de dire qu'on scinde les deux. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Quand tu es entrepreneur dans ton lit, tu es entrepreneur sous ta douche, tu es entrepreneur quand tu vas faire tes courses et tu es multifonction comme ça tout le temps. Je félicite les gens qui arrivent à te dissocier. Moi, j'y arrive pas du tout. Aussi parce que je ne vois pas du tout mon métier comme un travail, mais plutôt comme une passion, un prolongement de moi-même. Donc voilà, chez nous, ça se passe super bien, mais c'est sûr qu'il faut mettre un peu plus d'eau dans son vin quand même pour conserver cette entente, se faire beaucoup confiance aussi. Parce que, voilà, évidemment, en famille, voilà, si tu commences à te trahir, etc., ça peut avoir des répercussions assez graves. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ça a été un plus, mais j'ai connu des familles qui se sont effondrées. Donc, je pense quand même que petit conseil, même si c'est sa famille, bien les connaître et bien mettre les choses à plat avant de commencer, parce que parfois les alliés les plus proches sont les pires. Complètement. C'est un peu une hypothèse que je vais partager là, mais effectivement, comme tu le dis, des fois, il peut y avoir des conflits qui font que les familles se déchirent à cause de ça. Mais tu as dit le terme, hein, c'est mettre de l'eau dans son vin. Et aujourd'hui, on vit dans une société où, que ce soit avec le matériel, l'obsolescence programmée, dès que ça ne marche plus, on jette. C'est vrai. Dans les relations, dès qu'on se fight, on se quitte, on arrête. Ouais. Pareil dans les associations, dans le perso comme dans le pro, etc. Alors que lorsque c'est ta famille, finalement, c'est ta famille, quoi. Donc, tu pourras pas, comme on dit, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. C'est imposé, c'est là, c'est un cadre. Donc, tu as deux choix face à ça. Soit mettre
en place des choses pour faire en sorte que ça marche et que ce soit durable, soit tout simplement ne plus y être, mais ça peut être, comment dirais-je, irréversible. Donc ça peut effectivement aider et obliger d'avoir plus de tolérance, plus de vision long terme, mettre de l'eau dans son vin pour reprendre ton propos. Et ça peut être peut-être un secret que vous avez mis en place, en plus d'avoir une vision et une éducation et des valeurs qui sont très claires, quoi. C'est certain, mais je pense aussi qu'on se connaît tous très très bien. Ouais. Et le fait de très bien se connaître, on passe plus de choses, on est plus tolérant. Ils savent bien que dans la famille, moi j'ai le caractère le plus sanguin. Je suis comme ça. J'essaye évidemment de me canaliser quand je dois me canaliser. Je veux dire, je ne pars pas en sucette pour tout et n'importe quoi. Mais j'ai le caractère le plus sanguin. Ils le savent. Ils me pardonnent un peu plus ça. Tandis que quand tu es dans un conseil d'administration ou que tu es en face de tes banquiers, tu sais qu'on ne va pas te le pardonner, celui-là. Donc, tu as intérêt plutôt à rester à ta place. Donc, pour moi, c'est une force parce que je travaille avec mon frère, avec mon père. Et on sait bien qu'on a chacun un caractère bien trempé, mais différent et complémentaire. Donc, on va se pardonner plus de choses. Par contre, quand tu es avec tes équipes, bizarrement, tu leur pardonnes moins de choses et ils te pardonnent moins de choses aussi parce que tu n'as pas ce lien familial qui surpasse un peu tout. Donc oui, pour répondre à ta question, ou du moins pour accompagner ta réflexion, chez nous, mettre de l'eau dans son vin n'a pas été un problème, mais plutôt une force supplémentaire. Voilà. Ça fait un peu moins d'une heure qu'on échange et on ressent chez toi justement cette flamme, comme tu l'as évoqué, cette énergie, cette envie. D'où est-ce que tu sors cette énergie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu saurais l'expliquer? Alors, de nouveau, ça fait aussi partie de l'ADN, ça c'est certain, parce que dans la famille, on est quand même tous comme ça. Il y a une phrase un peu marrante, mais qui doit se prendre avec beaucoup de légèreté, qui dit dans ma famille, tous des réveillés, pas des endormis. Et donc, en fait, ça peut sembler un peu clash, mais c'est vrai, en fait, tout le monde est vif, tu vois. Donc, voilà, ça, je pense qu'il y a un rôle ADN. Et puis, il y a quand même aussi quelque chose de très personnel là-dedans, dont j'ose parler sans parenthèse, c'est que, franchement, les gens, ils n'ont pas cru en moi, Alec. Ok. Ils n'ont pas cru en moi. Vraiment, ça part de la scolarité, hein, c'est tout ce que je t'ai expliqué ici depuis une petite heure, où très vite, très jeune, des réflexions, ouais, mais elle n'y arrivera pas, mais tu sais, il va falloir peut-être la mettre dans un enseignement plus spécialisé, elle n'écoute pas, elle n'est pas comme tout le monde, mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette Pauline? Mais qu'est-ce qu'on va en faire finalement? Parce que ça ne va jamais, elle rate tous ses tests, etc. Et peut-être qu'à l'époque, en étant plus jeune, j'ai été un peu plus difficile, mais je n'étais pas non plus catastrophique, tu vois. Et le fait d'avoir entendu ça des années, et puis au lycée, etc., moi, je me suis dit, mais attendez, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, je pense qu'en moi, je me suis interdit de rater, tu vois. Et je me l'ai interdit encore. Pas toujours évident, parce que du coup, on se met une pression qui est colossale. Mais ça a fait partie d'un challenge qui sera certainement celui de ma vie. Voilà. Intéressant. Donc, tu réponds finalement à la question suivante. C'est quoi l'étape finale qui fait que tu te seras dit « j'ai atteint l'objectif ». Finalement, c'est un jeu infini, quoi. Il n'y a pas d'objectif parce qu'en fait, avoir réussi pour moi professionnellement, c'est un objectif qui est tout à fait personnel. Mais créer, innover, créer des entreprises, créer un besoin, répondre à une problématique, du coup, tu améliores la vie des gens. Parce que quand tu crées un hôtel, tu les fais rêver. C'est génial de les voir rêver. C'est génial de voir des centaines, des milliers de personnes te dire ou t'écrire « Merci pour ce moment, grâce à vous, mon mari, enfin vous, l'hôtel, m'a demandé en mariage ou j'ai vécu le plus beau week-end de toute ma vie. » Parce que chez nous, on est un hôtel avec 4 étoiles et spa, d'accord, mais on est un hôtel surtout où on propose des retraites pour les femmes enceintes, pour les personnes qui ont fait un burn-out, pour des personnes qui ont eu une difficulté dans leur vie. Et comme on est en pleine nature, ils viennent vraiment se ressourcer, se sentir mieux, etc. Et donc, quelque part, il y a un petit côté recovering chez nous qui est assez important. Et c'est le business model de l'hôtel. Et c'est aussi pour ça qu'on a un taux d'occupation de plus de 80% à l'année, ce qui est quand même très haut dans un hôtel, surtout qui n'appartient pas à une chaîne et de type familial. Donc, il y a ce côté soigner les gens. Et j'ai fait dans cet hôtel tout ce que j'aurais aimé qu'on me propose dans un hôtel, à 100%.
tout en restant 4 étoiles, très important pour nous, être accessible à tous les portefeuilles. Et pour moi, ça aussi, c'était quelque chose de très important parce qu'on n'est pas du tout dans un marché de niche. Tout le monde vient chez moi, que ce soit des personnes qui veulent dépenser un séjour et qui ont 300 € et des personnalités plus importantes, assez connues, médiatisées, qui vont en mettre 3000 ou 5000. Tu vois, donc laisser la possibilité à tout le monde de venir chez moi dans cet hôtel et d'y vivre un moment avec tout le petit côté recovering, c'était assez important. Et voilà, je le crée toujours pour moi, etc. Et voilà, et ça fonctionne bien. Complètement, on y reviendra, mais c'est vrai que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est tu vends finalement pas une commodité, c'est-à-dire une nuit dans un hôtel, mais tu vends vraiment une expérience, un moment qui marque les esprits et je te rejoins tout à fait, ça augmente et amplifie les bénéfices que derrière les gens vont pouvoir en tirer. Oui. C'est un peu le principe d'une offre irrésistible. Oui. Un autre point qui est capital lorsque tu veux lancer un business qui fonctionne, c'est la visibilité. Justement, à un moment donné, tu t'es dit qu'il fallait donner plus de visibilité à l'hôtel. C'est à ce moment-là que tu as monté, notamment avec ton frère, Localizy, mais aussi Produit Web. On le voit ici, justement, vous êtes tous les deux, on vous voit souvent tous les deux. Lorsque vous avez mis en place tout ça, à quel point, selon toi, la visibilité, que ce soit pour un hôtel ou pour n'importe quel type de business, c'est essentiel, c'est élémentaire et ça fait du sens d'avoir créé, que ce soit Produit Web ou Localizy avec ton frère Guillaume? Alors, je pense qu'aujourd'hui, un business qui n'est pas visible sur la toile, il n'a rien compris. Parce qu'aujourd'hui, les gens scrollent à longueur de journée sur leurs réseaux sociaux pour trouver quoi que ce soit. Que ça soit pour acheter une paire de chaussures, pour partir en vacances, pour réserver un billet d'avion, pour aller à l'hôtel, que sais-je, pour trouver un médecin, etc. Et donc, avoir cette visibilité, que ça soit une entreprise à nature commerciale ou non, c'est absolument fondamental. Et nous, qu'est-ce qui s'est passé avec l'hôtel? C'est qu'en fait, à l'époque, c'était les tour opérateurs, donc pour ne pas les citer, Booking, TripAdvisor, etc., qui étaient leaders en fait et qui nous ramenaient toute cette clientèle. Et donc évidemment, on payait des pourcentages de commissions relativement élevés qui allaient de 15 à presque maintenant 20-25%. Et là, on s'est dit, c'est complètement fou parce qu'on laisse tout cet argent à des leaders. On est en train quelque part de les enrichir, mais on les enrichit par manque de stratégie marketing. Et c'est là que mon frère s'est dit, on va créer notre agence de web marketing et on va inverser la vapeur. C'est-à-dire qu'avant, on avait 80% de nos clients qui venaient de ces tours opérateurs et va en direct. Le direct, c'est donc l'email et le téléphone, tout simplement. Et maintenant, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que ces tours opérateurs sont devenus minoritaires car notre stratégie marketing est aiguisée au point qu'on arrive à avoir le client bien avant que Booking, TripAdvisor, Expedia, etc. ne puissent en fait finalement voir la promotion, voir la chambre, voir l'hôtel, etc. Donc on a inversé tout ça. Et comme ça a marché pour nous de manière fulgurante, mais complètement fulgurante, on s'est dit ça a très bien marché pour nous, on va en fait le dupliquer tout simplement vers des autres clients, vers des autres, un autre type d'entreprise, domaine, etc. Et voilà, et aujourd'hui, Localizy, c'est donc 3000 clients qui sont suivis dans tout type de secteur. La boîte a maintenant, je perds un peu la notion du temps, mais je te dirais un peu moins de 10 ans, tu vois. Et donc, on avait un problème, ce problème de taux d'occupation très bas, ces géants qui venaient chercher nos commissions. On a répondu à ce problème en créant notre entreprise de web marketing. Aujourd'hui, c'est une belle société d'une petite 50aine de personnes qui est leader dans notre région. Et évidemment, notre but, c'est de continuer à grandir évidemment la boîte dans des villes relativement stratégiques, d'agrandir les équipes et encore d'aller perfectionner ce niveau de stratégie marketing. Et donc, pour rebondir sur ta question, aujourd'hui, tout le monde a besoin de marketing. Et encore beaucoup de personnes se disent « mais tu sais, moi, c'est le bouche-à-oreille ouais. ». Alors, le bouche-à-oreille, il participe. Dire que le bouche-à-oreille ne sert à rien, c'est pas vrai. Surtout quand tu as un produit d'exception comme le vôtre. Voilà. Naturellement, ça amplifie, mais ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas parce que justement, ces gens scrollent à longueur de journée. On scrolle, on se lève, on scrolle, on va dormir, on scrolle. Et donc,
l'offre, elle doit arriver, ton nom, ce que tu fais comme business, ça doit inonder la toile pour que les gens ne pensent qu'à toi. Et c'est ça la bonne stratégie, entre autres, et tu ne peux pas me dire l'inverse dans ton secteur, évidemment. Et donc, et voilà, et c'est la raison de cette création de notre entreprise de web marketing qui s'appelle Localizy. Ensuite, évidemment, on s'est dit, OK, Localizy, stratégie marketing, il nous faut aussi du développement informatique parce que c'est totalement complémentaire. Et donc là, on a racheté notre concurrent qui s'appelle ProduWeb. On a assemblé les deux entreprises. ProduWeb est vraiment dans le développement, donc la création de sites Internet, création d'applications, de logiciels, etc. Et le marketing, tout ceci vient faire un matchy-matchy et répondre aux besoins de manière 360 de nouveau selon les problématiques d'une entreprise. Complètement. Et justement, imaginons que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui a un restaurant, un hôtel, un spa ou un business physique quelconque finalement qui a pour objectif de faire venir des personnes chez lui parce que même si j'ai une salle de sport ou peu importe, ça pourrait s'appliquer. Quelles sont les différentes stratégies que vous avez mis en place pour le domaine des Hauts-de-Fagne d'un point de vue marketing grâce au digital qui ont fait qu'au fur et à mesure des années, vous avez réussi à vous établir et faire en sorte d'inverser la tendance de ces fameux 80%, 20% et passer à l'inverse? Alors, les étapes quand même un peu logiques, hein, c'est-à-dire la création de ton compte Instagram, la création de ton compte TikTok à l'époque, la création de ton LinkedIn à l'époque, évidemment, déjà cette présence, cette omniprésence sur les réseaux sociaux qui n'était quand même pas faite. Également quelque chose de très logique, le bon site Internet, mais le vrai bon site Internet, pas juste la page où certains te disent « tu sais, j'ai fait un site Internet, 2000 euros ». Non, tu n'auras pas un résultat incroyable avec des budgets si bas en tout cas. Donc, à l'échelle d'un hôtel, il fallait un vrai site Internet avec un vrai référencement, avec un vrai positionnement, etc., pour justement que les gens tombent sur toi très rapidement. Donc ça a été évidemment des développements très coûteux à l'époque, évidemment, et qui ont permis tout doucement de prendre une place sur la toile, on va dire. Et puis, les bonnes offres, poster au bon moment, connaître la cible. Et on est tout de suite aussi parti vers un peu de l'insolite aussi. Ça veut dire que d'un point de vue hôtelier, tout le monde propose de la chambre. Tout le monde propose qu'il y a un resto, propose du restaurant. Et donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui va faire rêver les gens? Et quand je fermais les yeux, je voyais mes clients dans leur fauteuil en disant « Oh, t'as vu chérie, on doit absolument aller là parce qu'en fait, ils font un pique-nique dans les bois avec leurs alpagas. » J'ai acheté des alpagas, on a fait un parc à alpagas, on a fait des pique-niques dans les bois et ça a cartonné, on a vendu 700 pique-niques. Tu vois, ce sont plein de petites choses comme ça. Alors, tu vas me dire, on ne fait pas des fortunes avec des pique-niques, mais ça fait venir des gens, toutes ces idées complètement insolites. Et donc, on a été différents d'un point de vue idée. Tout ça s'est transformé en stratégie avec les bons posts, les bons réels, etc., etc. Et puis, bon, évidemment, le bon ciblage, enfin, bon, tout le travail marketing derrière, la vente en ligne de nos bons cadeaux, etc., où j'en parlais l'année passée lors d'un mastermind qu'on a suivi ensemble, où on a fait des ventes de bons cadeaux à 6-7 chiffres parce qu'on a eu la bonne stratégie, la bonne idée aussi, etc. Donc, tout ça, c'est du vrai travail. Et je dirais aux entreprises de ne pas avoir peur de se faire accompagner d'un point de vue stratégie parce que, de nouveau, l'entrepreneur n'est pas censé être expert en marketing, pour rappel. Donc, il doit pouvoir s'asseoir, écouter l'expert qui va dire, ben voilà, dans votre domaine, qui sont vos concurrents? Par exemple, ça, c'est une question qu'on pose à nos clients en marketing très souvent, et les gens disent je sais pas, celui-là il n'est pas vraiment comme ça. Oui, mais celui-là il fait une meilleure offre, moins chère, et il est plus près des axes autoroutiers. Donc il va falloir vous faire une offre concurrentielle. Comment on va faire? On va vous accompagner, etc. Tout ça c'est de la strat. Donc on a étudié chaque point de l'hôtellerie pour finalement que les gens se disent c'est du spa, hop, c'est le domaine des Hauts-de-Fagne. C'est du recovering, c'est le domaine des Hauts-de-Fagne. Ça touche avec le monde animalier, ils ont un parc, ça c'est au domaine des Hauts-de-Fagne. C'est de l'insolite, c'est au domaine des Hauts-de-Fagne. On a vraiment essayé d'être complet dans cette stratégie. C'est tout ça qu'on a mis en place. Ça, c'est plutôt d'un point de vue création. Et puis après, évidemment, avec notre entreprise informatique, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps et donc d'argent, c'est de répondre aux problématiques internes. Ça veut dire notre centrale de réservation est trop obsolète. On crée une application en interne pour faciliter le débat entre collègues, etc. On va avoir un souci de gestion de masse salariale, on va créer un outil pour savoir mieux gérer la masse salariale, etc. Donc, toutes ces choses qui n'existent pas, on a essayé de les créer et on commence à les commercialiser aussi. Ok, je vois. Quelque chose que j'identifie ici, et c'est vrai, je me souviens de cette fameuse
phase où tu nous avais expliqué le lancement avec les bons cadeaux Ouais. et ce succès. Finalement, cette stratégie, c'est la stratégie de lancement orchestré qui est beaucoup utilisée sur le web, dans le digital, etc. Mais c'est cette capacité à être suffisamment ouvert d'esprit et curieux pour prendre des stratégies qui fonctionnent très bien depuis longtemps dans d'autres domaines et les appliquer au domaine, par exemple, dans ton cas de Ouais, l'hôtellerie. Et c'est vrai que souvent, les entrepreneurs vont rester dans des codes et des choses qui sont assez traditionnelles et c'est vrai, standards, c'est vrai. juste en regardant ce qui se passe à gauche et à droite, sans forcément mettre en place des stratégies plus poussées. C'est bien de le mettre en lumière. Un autre point, c'est que dans ta famille, vous avez plusieurs dizaines d'entreprises en commun, enfin une dizaine d'entreprises Oui, en une commun, ouais. dizaine, oui. Une dizaine, excuse-moi. Euh, donc c'est un vrai terreau d'entrepreneurs fous du travail, on l'a vu. La question que je me pose, c'est à quoi ressemblent vos réunions de famille, à quoi ressemblent vos... C'est des conseils d'administration, Alec. C'est des vrais codires. On est vraiment, on se dit bonjour, ça va, 2, 3 trucs privés, mais light. Bon, alors concernant le point 22 du PV de la semaine passée, quelqu'un a avancé là-dessus? Oui, mais toi, t'as pas avancé. Oui, mais toi, tu traînes, t'as pas avancé. Ceci, cela. Tiens, et j'ai audité un nouveau candidat, t'en penses quoi? Oui, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Concernant le logiciel de développement qu'on est en train de créer, ça a avancé parce que je n'ai pas reçu le PV de la semaine passée. Et donc, en fait, les personnes qui nous accompagnent dans nos vies respectives, elles se disent pause, pause, 2 minutes, on parle d'autre chose, on fait autre chose, on se détend, etc. Et en fait, on n'y arrive pas. Mais c'est pas grave de pas y arriver parce qu'on est tous comme ça, tu vois. Et quand on a envie de dire pause, de manière nous privée, on se met nous sur pause de manière privée. On se dit non, aujourd'hui c'est pas trop mon jour, j'ai pas envie de parler de travail. Ça arrive, hein, attention, mais les réunions de famille, ouais, sont des vrais conseils d'administration. Certains vont dire en regardant quelle horreur, mais nous c'est pas une horreur, c'est un bonheur. Tu ressens des fois le besoin d'être sur pause? Oui. Ouais. Je ressens le besoin, mais alors d'être sur pause par rapport aux gens, parce que je rencontre beaucoup de gens, je parle beaucoup, j'écoute beaucoup, je manage beaucoup de personnes, plus de 100 personnes. Donc, toute cette énergie, je la donne. Et c'est génial. Mais parfois, j'ai besoin de recharger les batteries de manière seule. Donc, j'aime bien d'aller une petite journée au spa, toute seule, pas dans mon hôtel, hein, ailleurs, ou partir, aller faire un peu de shopping toute seule, etc. Mais en fait, je suis pas seule, parce qu'en fait, mes idées ne me lâchent pas une minute. Je me dis, ah oui, ça je dois le faire, ça je dois le créer, oui, mais ça j'ai eu telle problématique, comment je vais faire, etc. Mais le fait de ne pas donner à quelqu'un pendant un temps X, souvent une journée, une après-midi, je recharge mes batteries et c'est mon mode de fonctionnement. Et donc, ce petit côté solitaire que j'ai m'aide énormément dans ma vie de tous les jours parce que ça me permet de recharger, d'enlever toutes les pierres de mon sac à dos, de repartir un peu plus légère. Et c'est pas un côté solitaire, c'est juste que je suis tellement non-stop avec des gens, tellement dans l'action que parfois prendre un tout petit peu de temps pour moi et déconnecter, ça semble essentiel. Et on pense que je déconnecte, je fais une petite journée shopping, mais en fait non, je suis en train de préparer ma prochaine to-do list pour l'année à venir. Voilà. Petite bouffée d'oxygène pour pouvoir repartir de Mais ça reste une bouffée quand même, parce que tu donnes pas. Tu vois, tu te tais, tu n'es pas dans la communication, tu es juste toi et toi avec toi. Ouais. Je rebondis sur un sujet tout à l'heure, tu as évoqué le fait que vous étiez un 4 étoiles. Et je sais que c'est un choix stratégique de rester 4 étoiles et de ne pas aller 5 étoiles. On a déjà eu cette discussion. Absolument. Grâce à ces discussions, moi, j'ai appris plein de choses sur l'hôtellerie, les barèmes, etc., la rentabilité, les conditions, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce sujet et notamment la raison qui fait que vous désirez rester 4 étoiles et pas forcément aller 5 étoiles, par exemple? Alors, les étoiles, c'est aussi simple que ça, en tout cas en Belgique, c'est une grille où tu as un contrôleur qui vient à raison de 1 fois l'année et qui dit « Vous avez une piscine intérieure chauffée? Très bien, 30 points. Vous avez 2 jacuzzis? 20 points. » C'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, on a les points pour être 4 supérieurs, parce que tu as aussi 4 supérieurs. Et avec tous les travaux qu'on fait, les agrandissements, etc., on peut passer 5 à vraiment pas grand-chose. Mais le 5 étoiles, il n'est pas réservé à tout le monde. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que le 5 étoiles, quand tu vas parler à 100 personnes,
Une minorité ont eu la chance de manger en 5 étoiles, aller se faire masser en 5 étoiles, séjourner, dormir dans un 5 étoiles, parce que le prix automatiquement est plus important, parce que tu as un nombre de services, 24-24, et supplémentaire par rapport aux 4 étoiles. On est en Belgique, il faut connaître son client et connaître sa cible et son marché, absolument. On n'est pas au cœur de Paris où les gens ont des possibilités, ils se déplacent partout dans le monde, c'est une ville super touristique, etc. Les Fagnes en Belgique, c'est la deuxième zone la plus touristique après la mer, hein, tu vois, donc c'est quand même une zone touristique, mais on est quand même un peu reculé, etc. Il faut pouvoir faire des choix stratégiques et adopter le bon business model et pas le business model qu'on veut pour soi-même. C'est pas parce que soi-même on se déplace en 5 étoiles que les gens vont se déplacer en 5 étoiles. Et c'est là que parfois tu peux avoir un peu un choc parce que tu vis comme ça, tu voyages comme ça et automatiquement ton entreprise ressemble à le schéma dans lequel tu vis. Mais absolument pas du tout. Je veux dire, chez moi, j'ai des chambres doubles classiques qui partent à une petite centaine d'euros en semaine et c'est très bien comme ça. Et j'essaye de faire ce qui marche et bien connaître son client et bien connaître ses possibilités financières. C'est important parce que on ne doit pas être rêveur. Alors un peu pour le côté création, etc., mais on doit quand même avoir ses 2 pieds posés dans la réalité pour ne pas, après, avoir un retour de manivelle et se dire « Ah bah tiens, j'ai créé un magnifique hôtel et donc les gens vont venir. » Ah non, les gens viendront à partir du moment où le rapport qualité-prix, il est bon et où ils en auront pour leur argent. Et donc la Belgique, aujourd'hui, c'est nettement plus rentable en 4. Oui, complètement. Tu dis quelque chose de très vrai, il ne faut vraiment pas créer quelque chose que toi, tu as envie sur le marché, mais ce dont le marché a besoin réellement. Oui. Et ça c'est réel. Hein. Et d'ailleurs, moi, un des points que j'avais remarqué, c'est que tu as fait récemment appel à quelques influenceurs ou tu as fait des partenariats. Oui. C'est aussi, je pense, un des piliers de visibilité qui a certainement bien marché, etc. Et même dans la façon dont c'était mis en avant, etc., c'était vraiment... j'illustre une famille traditionnelle ou une personne totalement, on va dire, normale qui vient faire un séjour, un week-end ou autre en campagne, se ressourcer, etc. Je pense qu'il y a vraiment une volonté, finalement, une compréhension parfaite de l'avatar auquel vous adressez pour pouvoir véhiculer ce message. Est-ce que cette compétence de comprendre le marketing, de comprendre à qui on s'adresse, de comprendre qui est son client, tu l'as tout de suite eu, c'est quelque chose d'inné ou tu l'as acquise au fil du temps? Parce que beaucoup d'entrepreneurs, je le constate, font cette erreur de ne pas savoir finalement à qui ils s'adressent, pas savoir véhiculer le bon message et mettre plein d'efforts dans leur communication, dans plein de choses, mais ne se rendent pas compte que ce n'est pas forcément la meilleure des communications et donc naturellement, ils n'ont pas les résultats qu'ils mériteraient d'avoir. Alors, je l'ai fait par phase, d'accord? Ça veut dire que je ne suis pas née avec le sentiment de connaître à 100% qui était mon client. Je ne sais pas tout. Je me suis énormément trompée pour arriver au niveau actuel. Et évidemment, je ferai encore toute une série d'erreurs comme tout le monde. Mais en fait, on a toujours géré ça en bon père de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, en fait, Alec, on a commencé à faire des premiers travaux au sein de notre établissement hôtelier, on a fait des travaux pour que l'hôtel y soit viable, c'est-à-dire évidemment le toit s'était effondré, on a refait le toit, évidemment on a refait un peu la réception, on a refait quelques chambres afin que ça soit un peu joli. Mais j'aurais pu me dire à l'époque, je vais faire des suites incroyables avec jacuzzi, non pas du tout. On a fait quelque chose qui correspond à la cible de l'époque. La cible de l'époque, un hôtel dans les bois, qui est ta cible, le randonneur, qui vient avec ses chaussures sales et ses bottes et son chien, tout sale. Donc à ce moment-là, c'est celui-là ta cible parce qu'il doit s'arrêter pour faire sa petite halte et pour repartir se balader puisque tu as énormément de randonnées à faire tout autour. Donc, on a fait ce type de travaux. Et puis, on a fait le spa. On a fait une première partie du spa. Quand le taux d'occupation du spa a été haut, on s'est dit « Ah, OK, ça mord ». Donc, on a grandi. Quand ça a encore été haut, on s'est dit « Ah, OK, visiblement, quel est le panier de dépenses moyennes d'un client au spa ?» Avant, c'était 50 €. Aujourd'hui, c'est 350 €. Donc, là, le panier évolue. Donc, on peut se permettre d'aller dans des travaux plus luxueux, plus grandiose. Et petit à petit, on y est allé comme ça. Et chaque fois qu'on a fait des travaux, on s'est confronté à un certain type de nos clients qui nous ont dit « Mais vous allez vous arrêter quand? Parce qu'en fait, vous faites plein de travaux, donc les prix, forcément, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Et moi, je ne pourrai plus venir. » Et tout de suite, on leur dit « Vous pourrez toujours venir. Parce que le prix de la chambre double, il restera. Et vous pourrez toujours venir au spa et le massage basique sera toujours au même prix. Parce qu'à un moment donné, on ne
on reconnaît aussi tout ce travail et tous nos premiers clients qui ont été là pendant les 7 premières années et qui nous ont permis en fait d'évoluer. Évoluer ne veut pas dire faire x10 sur ses prix, c'est mieux accueillir, c'est mieux former ses équipes, c'est avoir de plus belles infrastructures sans devoir faire x10 dans le prix. Et en fait, comme on a travaillé par phasage comme ça et qu'on a très fort étudié qui était notre client avec vraiment un système de tracking en interne et en externe, donc avant son séjour, pendant son séjour, après son séjour. Là, on s'est dit, OK, là, on peut y aller. Et c'est là qu'on a commencé à faire des suites assez grandioses. On a, par exemple, chez nous, la suite 118, qui est la seule suite interactive de Belgique. Donc, on est dans une magnifique suite de 80 mètres carrés avec un écran 3D où il se passe plein de choses au niveau du son, des lumières. On est vraiment dans une immersion dans la nature. C'est exceptionnel. Ça, de nouveau, c'est une idée qui vient du Japon. Donc, tu vois, encore une fois, voilà. Et à côté de ça, là, on sait que le client, il va dépenser plus de 1 000 € la nuit, tu vois. Mais attention, les suites, il y en a 10. On a plus de 70 chambres à l'hôtel, mais voilà, le 5 étoiles, il y en a 10. Donc, celui qui veut avoir une chambre 5 étoiles et payer 1 000 €, ben, il y en a 10 qui sont pour lui. Le reste, on est dans de la double supérieure, la double comme ceci, la double classique. Et donc, je pense qu'il faut constamment réévaluer qui est son client, comment est le marché, parce que le marché évolue tellement, les clients évoluent tellement, la demande fluctue tellement, que pas se dire, moi je vais faire un hôtel super luxueux et n'aller que vers là. Si à un moment donné c'est trop luxueux, on redescend. Il n'y a rien de mal fait, mais réétudier son marché constamment, connaître la concurrence qui vient aussi déstabiliser ton parcours, ça doit être dans le chemin de l'entrepreneur de manière quotidienne, parce que tu as constamment des virages à devoir bien assurer pour proposer toujours le bon business model, ne pas passer dans le has-been et ne pas non plus passer dans le trop visionnaire et trop précurseur, parce que les gens ne sont pas prêts. Complètement. Si on repose le contexte global, tu es arrivé, tu avais une vingtaine d'années plus ou moins Oui. avec l'hôtel. Aujourd'hui, ça fait 14 ans. Quand je t'écoute parler ici, tu vois, tu parles de compréhension de l'avatar, de data, de KPI, de chiffres financiers, de vision. Il y a plein de métiers aussi dont tu fais référence finalement, parce qu'être entrepreneur, c'est apprendre un panel de métiers Oui. assez important. Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce que tu as été conseillé? Est-ce que tu as eu des mentors? Parce que peut-être que les gens se posent cette question aussi. C'est pas si simple de réussir à faire face à tous les enjeux du quotidien des entrepreneurs, sachant que tu es seul aujourd'hui à diriger le domaine des Hauts-de-Fagne. Donc, ça peut être intéressant de voir s'il y a des éléments en particulier au fur et à mesure de ton parcours qui t'ont permis de up-level ton... Alors, la première chose quand même, c'est la famille, issue de l'entrepreneuriat, qui quand même pose, on va dire, les rails. Voilà, le cadre, en disant, c'est des choses basiques. Il faut travailler plus, il faut crédibiliser plus, il faut travailler plus que les autres pour avoir un meilleur résultat que les autres, pas d'un point de vue pour enfoncer, mais déjà, le côté bon mindset, attention, celui-là, c'est ma famille, et pour ça, il faut reconnaître aussi que j'ai été bien entourée à ce niveau-là. Après, j'ai fait des études très courtes dans l'hôtellerie, en anglais, donc évidemment, ce n'est pas là que j'ai appris les KPI, la vision, la digitalisation, le marketing, ce n'est pas du tout là. Donc là, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi beaucoup de formations. Quand j'avais besoin de quelque chose, hop, j'allais prendre la formation, mais la meilleure, avec le meilleur des formateurs. Je n'ai jamais regardé sur la qualité des formations que j'ai faites. Ensuite, j'ai été très fort accompagnée d'un point de vue coaching. J'ai eu un très gros travail pendant des années sur le coaching en entreprise, sur connaître l'humain, comment manager, les jours où ça va bien, les jours où ça va moins bien, comment respecter une to-do list, comment gérer du conflit. En fait, toutes ces problématiques du quotidien, je les ai vraiment vues en coaching, tu vois. Et de nouveau, il y a coach et coach. J'ai pris vraiment des super coachs que je suivais sur les réseaux sociaux, là où je savais qu'il y avait du résultat, etc. Et puis, mes dernières années, j'ai été accompagnée par 2 mentors, des personnes assez exceptionnelles qui ont une 60aine d'années et que j'ai un peu pris comme mes grands-pères et qui m'ont beaucoup accompagnée, beaucoup boosté, qui ont beaucoup cru en moi et qui, évidemment, avaient un bagage supplémentaire de par ne serait-ce que l'âge, puisqu'ils ont plus ou moins un peu plus du double de mon âge. Donc, toutes ces problématiques qu'ils ont vécues et que j'étais en train de vivre ou pas encore vécues, ou que je n'avais pas encore vécues, pardon, j'ai essayé au maximum de savoir ce qui allait se passer et de savoir comment réagir. Donc,
tout ça pour répondre à ta question, beaucoup de formation, beaucoup de coaching, beaucoup de mentoring. Et évidemment, la clé, un entourage. Un entourage de gens positifs, un entourage de gens qui travaillent pas que dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai plein d'amis qui sont managers, cadres, etc. Et il n'y a pas que le monde des patrons qui est bien, le monde aussi des managers, des salariés, il y a plein de choses à apprendre de tout le monde, etc. Mais avoir aussi un entourage relativement moteur, s'entourer de gens qui ont envie de créer, etc. pour avoir des débats constructifs, toujours repartir avec un petit plus du débat, d'une rencontre, d'un resto, etc. Je ne perds pas mon temps, en fait, je vois tout comme une amélioration de soi-même, son dev perso, son travail, etc. Donc, je ne perds pas mon temps. C'est clair qu'à ce niveau-là, je sais exactement ce que je fais et vers où je vais. Et donc, quand tu mets tout ça sur la table, bah, forcément, tu optimalises, à mon sens, tes chances de réussir ou du moins d'aller plus haut. Complètement. Avec tout ce recul, à quel point tu estimes que l'accompagnement pour un entrepreneur, ça peut aider? Prioritaire. C'est complètement prioritaire parce que l'entrepreneur, on ne va pas le rater. Hein. L'entrepreneur, on va lui dire « Ah, tu n'as pas fait ça, t'es mauvais. Ah, tu ne connais pas bien les chiffres. Ah, t'es mauvais. Ah, tu n'es pas assez courageux parce que t'es mauvais. » Donc, pour moi, se faire accompagner, ça doit être dès le début, avec des bons partenaires à tout point de vue. De nouveau, bons partenaires marketing, bons partenaires financiers, etc. Très, très, très tôt, parce que arrêter de vouloir tout faire seul et de se jeter dans le bain seul, ça peut marcher, mais ça peut aussi pas du tout marcher. Et on peut perdre beaucoup d'argent, perdre beaucoup de temps, etc. Donc, ne pas avoir cette prétention de dire « moi, je sais un peu tout faire ». Tu sais, comme quand un certain qui te dit « moi, je sais un peu gérer les réseaux sociaux ». Il ne s'agit pas de poster une photo ou de mettre un post à 16h le dimanche parce que tu as un petit peu envie d'être créatif. C'est un vrai métier. Donc, oui, l'entrepreneur doit quand même beaucoup se remettre en question et peut-être ne se remet pas assez encore de manière un peu générale. Donc, j'aurais tendance à dire, voilà, constater c'est plus, constater c'est moins et se faire surtout accompagner dans les mois, très tôt, le plus rapidement possible dans le parcours. Tu évoquais le principe de la solitude de l'entrepreneur. Oui. C'est quelque chose qui fait mal pour beaucoup d'entrepreneurs. Tu y as fait face et si oui, comment est-ce que tu y as fait face? On fait toujours face à la solitude de l'entrepreneur parce que bah déjà dans la vie, même que tu sois, que tu aies une super famille, des super amis, que tu sois marié, que tu sois accompagné, etc., tu te lèves seul et tu t'endors seul. Ça, c'est une certitude. Et quand tu vis toutes ces problématiques dans ton entreprise, tu peux avoir le choix d'en parler avec ta moitié, ta famille, etc. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter dans le débat, parce que tu ne vas pas assommer non plus l'autre avec tes problèmes, avec comment gérer cette situation, comment gérer cette collaboration un peu difficile, ce contrat, ce deal que tu n'as pas pu faire, cette idée qui t'a été volée, etc. Même si l'autre est entrepreneur, à un moment donné, c'est quand même un peu chacun sa vie et chacun son sac à dos rempli de pierres. Et donc oui, évidemment que tu es seul. Et là, voilà, il faut pouvoir quand même accepter cette solitude, le voir comme un chemin à devoir faire et des décisions aussi à devoir réfléchir seul, parce que tu ne peux pas toujours être assisté dans la vie. Donc, il faut trancher, comme dirait notre super Hicham, coach en dev, etc. Et le fait de trancher va t'amener beaucoup plus loin. Mais je crois que cette solitude dont on est tous confrontés, c'est en faisant beaucoup d'actions que quelque part, hop, tu passes tout de suite à autre chose. Problème, tu tranches, hop, tu passes à autre chose. C'est pas la bonne décision, mais c'est pas grave. T'en as quand même pris une. Donc, on avance, on avance, on avance. Ne peut-être pas trop être reclus sur soi-même pendant trop longtemps parce que tu n'as pas toujours l'idée en or, la décision en or, tu l'as pas toujours. Et l'entrepreneur a un peu tendance à s'isoler. Moi, j'ai quand même un peu tendance à m'isoler aussi. Mais j'ai aussi tendance à me dire, oula, je m'isole un peu trop là, je reviens un peu dans le game. Okay. Tu vois, voilà. Un autre point, c'est que tu as aussi commencé à développer de plus en plus ton personal branding. Oui. Quelle place prend ton personal branding dans ton quotidien d'entrepreneur? Je sais qu'aujourd'hui, maintenant, tu as aussi d'autres projets en parallèle de l'hôtel, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui te pousse et te motive à le développer? Alors, en fait, le personal branding, il est venu à moi et je ne suis pas allée le chercher. Ça veut dire que les journaux, les radios, parfois certains reportages télévisés m'ont contacté de plus en plus. Mais de nouveau, pourquoi? Et c'était toujours un peu le même thème. Jeunes, femmes,
entrepreneur, beaucoup de salariés à gérer, comment elle fait, c'est quoi sa journée type, etc. Le thème a quand même toujours été un peu le même. Ouais. Je l'ai accepté. C'est le monde dans lequel on vit, c'est ces questions un peu redondantes. Et donc, le fait d'avoir toutes ces demandes, j'en ai quand même eu beaucoup, a fait qu'on m'a demandé beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, beaucoup de supports médiatiques, beaucoup de tout ça. Et donc là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire parce que apparemment, ça les intéresse. Mon parcours, mon histoire un peu atypique, mes folies, mon caractère un peu atypique aussi attire. Et donc, je me suis dit, j'ai plein de choses à raconter de par ce parcours de ces 14 dernières années qui ont quand même été semées par beaucoup d'embûches et beaucoup de problèmes d'équipe, etc. Et là, je me suis dit, si je peux déjà communiquer tout ce que j'ai fait avec mon humble expérience, rassurer certaines personnes, en inspirer peut-être d'autres, etc. Et donc, il est venu à moi. Donc, là, actuellement, voilà, je travaille là-dessus avec des équipes, de nouveau, parce que je ne sais pas tout faire. Donc, j'ai des personnes qui s'occupent de toutes les photos, des reportages vidéo, des textes, etc. Je mets toujours ma petite touche un peu partout. Voilà, parce que je ne sais... C'est pas que je ne veux pas déléguer à 100%, mais quand tu écris un post, même si quelqu'un va peut-être faire une partie de mon post sur LinkedIn, ça doit transpirer ma manière d'être, ma manière d'écrire, mes tournures de phrases, ma manière de parler, etc. Donc, je vais toujours donner les grandes idées. Comme ça, la personne va avancer dans le travail, mais la final touch, elle sera toujours pour moi quand même. Tu vois ? Et ça m'est arrivé de changer des posts pendant la nuit parce que c'était pas le point d'exclamation n'était pas mis comme je voulais. Tu vois, par exemple. Okay. Donc, tu vas dans voilà. le détail. Oui, je vais dans le détail, etc. Et donc, il est venu à moi. Et puis aussi, j'ai eu depuis maintenant 2 ans des demandes d'accompagnement d'entrepreneurs en herbe qui m'ont dit, voilà, moi, je souhaite faire ça dans la vie, créer ça, mais je ne sais pas comment faire parce qu'en fait, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Quand j'en parle autour de moi, on me dit... mais dis, arrête un peu, reste dans ton métier actuel, tu n'as pas besoin de ça, etc. Et donc, j'ai eu de plus en plus de demandes. Et en fait, c'est fou, mais je passais de plus en plus mes week-ends, mes soirées à aider mes amis à se mettre à leur compte, à être entrepreneur, à être indépendant, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, je me suis dit, on va commencer un peu à monétiser aussi tout ça, parce que le temps, à un moment donné, il est là, mais puis ça devient aussi de l'argent. Donc, j'ai accompagné aussi toute une série d'entrepreneurs, d'indépendants en herbe que j'ai poussé. Donc, je disais, l'entourage, c'est la clé. Et donc, tout ce personnel branding aussi a fait que j'ai d'autres personnes qui sont venues par la suite. Et donc, c'est aussi, quelque part, peut-être une nouvelle activité qui est en train de se créer. Complètement. Et un des points, justement, qui a fait que ça a attiré l'attention des médias, des gens, du personal branding, comme tu l'évoques, c'est que rapidement, lorsque tu as pris la tête en 2017 de l'hôtel, tu as multiplié assez rapidement le chiffre d'affaires, quadruplé assez rapidement. Quels sont les différents piliers, les différents leviers, les clés qui t'ont permis assez rapidement de multiplier par 4 ce chiffre d'affaires et de continuer aujourd'hui la croissance? Alors déjà, à ce moment-là, j'étais seule à la tête de l'hôtel. Qui dit seule dit que je pouvais faire approximativement ce que je souhaitais de manière évidemment raisonnée, raisonnable. Voilà. Chose que tu ne pouvais pas faire avant. Non, parce qu'avant, comme j'ai gravi tous les échelons, pour comprendre la pénibilité du métier, les horaires compliqués, comment ça fonctionnait, etc. Mais dans le détail, je peux te dire combien de verres la machine de mon lave-vaisselle va pouvoir te nettoyer par heure, etc. pour comprendre mon plongeur qui me dit « Mais Madame Pétain, je peux en laver que 200 par heure ». Moi, je lui dis « Non, 500, je te montre ». Tu vois ? Donc, voilà, toutes ces choses qui, pendant 7 ans, font beaucoup rire, c'est des petites anecdotes, etc. Mais pendant 7 ans, j'ai analysé, j'ai travaillé sans compter mes heures. Et puis après, j'ai compris ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et donc là, après 7 ans, je suis juste rentrée en scène, en fait, tout simplement. Donc, on a affiné les offres. Avant, je ne pouvais pas le faire. On a affiné les travaux. Avant, je ne pouvais pas le faire. On a affiné le marketing. Avant, je ne pouvais pas le faire. Et donc, c'est tout ça, Alec, qui a fait qu'on a multiplié nos chances d'améliorer le chiffre d'affaires. Et ça s'est vu tout de suite. Voilà. C'est difficile de te donner un exemple type, mais par exemple, voilà, dans les travaux, quand tu fais des travaux, ça se passe comment ? Tu penses à des travaux, tu as un architecte, des architectes, tu as une somme d'argent, soit que tu as ou que tu vas chercher à la banque, etc. Et moi, je disais, non, fais pas ces travaux-là, on fait comme ça. Non, on fait pas, on refait pas 2 chambres doubles, on fait un spa extérieur. Et toutes ces choses, en fait, ont créé de l'innovation. J'ai géré aussi les travaux à 100%, j'ai géré les corps de métier, j'ai choisi toutes des choses différentes
qui ont fait qu'on est devenu un hôtel différent. Et donc, c'est Hmm. toute cette addition de petits points qui ont fait que, si j'écoutais à l'époque les gens qui s'occupaient des travaux, on faisait le focus sur les chambres et on ne créait pas de spa. Aujourd'hui, le spa est le business model même, l'essence même de notre hôtel. Les gens viennent pour aller au spa et pour se faire masser. Un massage ou en cure. On travaille avec des médecins, on travaille avec des kinés, on travaille avec toute une team spécialisée dans les soins. Mais si je les écoutais, et c'est pas que ça n'a pas marché à l'époque, ça a marché, mais jusqu'à un certain niveau de résultat. Moi, je leur ai dit non, il faut faire du spa parce que quand j'ai voyagé, j'ai été à Miami, j'ai vu ça, c'était génial. Après, j'étais à New York, j'ai vu ça, c'était génial. Et après, je suis allée à Toronto, ça, il faut absolument qu'on le fasse. Et tous ces points-là, je les ai créés. Donc, j'ai été au lead de mon entreprise. C'est, entre guillemets, juste ça qui a fait que, et crois-moi, même encore maintenant, mes architectes, je leur fais vivre le pire des cauchemars, parce qu'ils me disent qu'elle est partie à l'étranger, qu'est-ce qu'elle va encore nous ramener, qu'est-ce qu'elle va encore nous trouver comme idée, comme matériaux, etc., etc. Et attention, même dans le cursus, encore maintenant, ils essayent un peu de me faire changer d'avis, de me dire, mais non, on va faire ça, on l'a déjà fait dans tel hôtel tout près, ça marche bien. Non, moi, je ne veux ressembler à personne, je ne veux faire la même chose que personne. Je souhaite qu'on soit différent. Et évidemment, c'est tout ça qui a fait que ça a relativement bien fonctionné en termes de chiffre d'affaires. Un autre point aussi qui fait que ça fonctionne bien, c'est l'humain, les Oui, équipes. très. Souvent, tu mets tes équipes en lumière, Oui. souvent tu en parles, tu dis seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Oui. Tu as même mis en place des systèmes aussi pour incentiver tes équipes et les récompenser Oui. à hauteur de leur implication. Le turnover, c'est quelque chose d'important, même dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, pardon. Comment est-ce que tu as limité ce turnover et comment est-ce que tu as mis en place une culture chez vous au domaine des Hauts-de-Fagne pour que les gens soient motivés, soient engagés, aient envie de rester et soient prêts à partir Alors, grand débat, le turnover, parce qu'il est quand même souvent vu comme quelque chose de négatif. Mm. Trop de turnover, ça veut dire que les gens ne se sentent pas bien dans l'entreprise, ça veut dire que les gens partent, etc. Moi, j'ai envie de dire stop à ce grand débat de turnover. Déjà, aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup de gens ne restent plus 20 ans, 10 ans, même 5 ans à une place. Donc déjà, respirons, soyons cool par rapport à ça. Les gens, ils ont besoin de changement. On est dans une fast life. Les gens, ils veulent faire ça pendant 2 ans, puis ils veulent plus le faire. C'est OK. C'est OK. Arrêtons d'avoir cette casquette de mauvais patron parce que turnover. Donc déjà, moi, je l'accueille avec beaucoup de bienveillance. Et voilà. Deuxième chose, on est dans un secteur hôtelier. Donc, ça travaille le soir, ça travaille le week-end, ça travaille les jours fériés. Évidemment que les gens ne vont pas faire ça toute leur vie, parce que les gens rencontrent leur moitié, font des enfants, accouchent, ont tous les aléas de la vie qui font qu'ils ne peuvent pas te jurer sur papier qu'ils vont travailler tous les dimanches. Et c'est aussi OK avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça est normal dans l'hôtellerie. Maintenant, j'ai quand même décidé, au sein de nos équipes, de très fort les récompenser par rapport à toute une série de paramètres dans leur département. Donc aujourd'hui, nous avons 82 personnes très exactement. En haute saison, donc tout ce qui est vacances scolaires, etc., avec l'équipe d'étudiants, de flex, indépendants et autres, on dépasse la centaine de personnes. Donc on a beaucoup de départements. Exemple 1, la réception, 2, le département commercial, 3, le spa, 4, le housekeeping, 5, la maintenance, etc., etc. Et donc en fait, il a fallu non seulement être présent pour les gens d'un point de vue management. Donc, on a évidemment mis des managers dans chaque département, mais aussi des sous-managers, des co-managers, parce qu'il y a un 7-7, 24-24 qui est indéniablement présent dans l'hôtellerie. Et tes managers, oui, sont managers, mais à un moment donné, ils doivent rentrer chez eux et avoir la paix. Du moins, ne serait-ce que pendant leurs 2 jours de congé sur la semaine. Donc, j'ai déjà ce respect énorme de l'humain qui fait que, OK, moi, je ne compte pas mes heures et c'est jamais un problème qu'on me contacte à 22 heures, un samedi, un dimanche, mais pas tes équipes, il faut respecter ça. Et attention, beaucoup de patrons, ce n'est pas encore le cas. Donc, j'invite vraiment à comprendre que les patrons, ils ont fait le choix d'être patrons, les salariés, ils ont fait le choix d'être salariés. On n'a peut-être pas les mêmes objectifs de vie et c'est très bien. L'un sans l'autre, on ne sait rien faire, mais ne soyons pas éloignés l'un de l'autre. Soyons complètement dans le même bateau pour une meilleure immersion. Et donc, pour revenir à ce que je disais, dans chaque département, déjà, ce système-là fait que ça marche bien, ces managers et ces co-managers, pour pallier aux horaires pénibles. Et puis après, on évalue le travail des collaborateurs sous divers angles, c'est-à-dire le premier angle, la satisfaction que les clients vont donner dans leur département.
Donc, automatiquement, quand ils ont plus de 85 sur 100, ce sont des points mensuels. Ils ont des bonus cumulables, des bons cadeaux, des séjours offerts, et voyages offerts, billets d'avion, enfin voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les erreurs aussi, parce que les erreurs, elles sont humaines, elles arrivent, on ne va pas toutes les pénaliser, mais quand il y en a un peu trop, il faut quand même se rendre compte que c'est un manque à gagner dans le portefeuille de l'entrepreneur. Et ce n'était pas un argent pour partir en vacances, c'est un argent qu'il avait besoin pour pouvoir continuer à réinvestir et continuer son périple. Donc voilà, les erreurs aussi, on regarde, voilà, et les objectifs financiers. Donc ils sont vraiment targetés sous divers angles. Et alors, un quatrième angle aussi que j'ai vraiment envie de dire, c'est l'absentéisme. Ok. L'absentéisme. Donc, une équipe qui est tout le temps présente. Chez nous, on donne un bonus de manière trimestrielle aussi. Donc, ce sont des bonus qui sont cumulables. Ils se sentent encadrés, respectés. Ensemble, c'est one team. S'il y en a un qui tire vers le bas, il tire tout le monde, donc ça n'ira pas. Et tout ceci a fait que malgré un turnover qui reste présent, il a quand même fini par diminuer d'année en année parce que hôtellerie, oui, mais pas à n'importe quel prix. Complètement. Donc pour toi, l'humain, c'est la clé? Complètement. Sans humain, sans nos équipes, on ne va nulle part. Nulle part, nulle part. Et il faut se donner les mains et il faut vraiment y aller ensemble. Il faut leur donner ton énergie. Il faut les écouter, être présent pour les équipes. Alors certains vont dire, oui, mais bon, on n'est pas psychologue. Mais en fait, franchement, j'aime pas ce terme, mais on devient quand même un peu accompagnateur de vie de nos players, de nos managers, etc. Et ça fait partie intégrante aujourd'hui d'une des facettes de l'entrepreneur. Et que veux-tu qu'on fasse sans nos équipes, sincèrement? On se doit de les respecter, on se doit d'être là pour elles. Et au plus ils nous le rendent bien, au plus on les remercie, puisque nous, chez nous, dans nos différentes sociétés, on a décidé même d'en faire rentrer certains, les meilleurs d'un point de vue compétence, mais surtout les meilleurs d'un point de vue humain, d'un point de vue cœur, les bonnes âmes. Et tu le sais, on les a fait rentrer dans l'actionnariat de nos entreprises en leur soit offrant des pourcentages, soit par toute une série de possibilités de rachat de manière annuelle, les parts et autres, parce que seul, on va nulle part. Complètement. Voilà. Tu parlais du fait de faire un choix. Tu disais les patrons ont décidé d'entreprendre et de faire ce choix. Les salariés ont décidé de faire ce choix également et d'avoir un chemin de vie qui est différent. Des fois, je le sais, je te vois à 22h, 23h, tu es encore au bureau et tu partages ça dans le groupe WhatsApp ou autre. Et c'est assez marrant. Comment tu fais justement pour trouver un certain équilibre? Est-ce que déjà tu cherches à trouver un équilibre? Est-ce que tu en ressens le besoin? Et comment tu gères ça au quotidien entre l'équilibre pro et perso? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas forcément de recherche d'équilibre? Alors, évidemment qu'il y a une recherche d'équilibre, parce que plus d'entreprises, plus de personnes à gérer, plus. À un moment donné, tu n'es pas sans fin. Il faut te reposer, il faut dormir, il faut savoir déléguer, il faut savoir partir en vacances, être un petit peu tranquille, un petit peu pour pouvoir recharger et revenir frais et serein. Donc, je suis tout à fait à la recherche d'un équilibre. Et même si le travail reste une priorité chez moi, ma future vie de famille aussi sera une super priorité. Alors, c'est sûr que le fait de ne pas avoir d'enfants, voilà, me laisse une plage horaire supplémentaire pour pouvoir m'occuper soit de moi ou de mes entreprises. En l'occurrence, c'est quand même beaucoup de mes entreprises. Mais je suis à la recherche de cet équilibre. Et ce que je fais, Alec, c'est que j'en parle de manière transparente à mes équipes. Ça veut dire que quand on est en réunion, le premier point de la réunion du lundi matin, c'est comment vous sentez. Voilà. Et j'en ai qui me disent dans les managers, pas bien du tout. J'ai pas su aller au spectacle de ma fille samedi parce que je travaillais. Et moi, je leur dis, et moi, vous m'avez embêté dimanche parce que j'étais en fête de famille et vous m'avez envoyé tel type de message inutile, etc. J'aimerais aujourd'hui qu'on se mette d'accord et que cette frustration, on la mette à la poubelle tous ensemble et qu'on fasse mieux pour la semaine prochaine. Moi, je comprends mieux ce qu'ils vivent, donc j'adapte mon management avec un management ultra bienveillant. Je ne suis pas magicienne, j'essaye de faire le maximum. Et eux comprennent aussi que Madame Péta, elle rentre chez elle. Et que quand elle rentre chez elle aussi, même si elle a son ordi ouvert et que je continue à envoyer des mails jusqu'à des heures mirobolantes, c'est pas pour ça que je suis dispo H24 pour toutes les petites questions du quotidien et que je suis à la recherche de cet équilibre
Parce qu'un jour arrivera aussi cette vie de famille dont je dois m'occuper. Et tu vois, tout ça, je leur en parle comme je t'en parle à toi aujourd'hui, parce que si je le fais pour eux, ils doivent le faire pour moi aussi. Et donc, c'est cette super transparence avec tes équipes qui font qu'à un moment donné, ils ne te voient plus que comme un patron. Ils te voient en fait comme un humain qui a décidé d'avoir un chemin vers l'entrepreneuriat, mais avec du respect, avec des limites. Et c'est tout ça, je pense, qui fait un bon combo, parce que entrepreneur ne veut pas dire devoir subir sa vie. Hein. On confond toujours un peu, comme les entrepreneurs qui disent « Moi, je travaille 80 heures semaine, c'est génial ». Oui, c'est génial, et je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, mais je ne dis pas que j'aspire à faire ça toute ma vie non plus, parce que je ne vais savoir alors du coup faire que ça, rendre heureuse personne et ne pas pouvoir m'occuper de mes futurs enfants, etc. etc. Donc non, il faut justement pouvoir créer son entreprise, déléguer correctement, être présent quand c'est nécessaire, être absent quand c'est nécessaire aussi. Et je pense que le meilleur entrepreneur, c'est celui qui n'est pas dans son business et quand son business tourne tout seul. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire. Et j'en parle à mes équipes. Apprendre ou à laisser, elles doivent comprendre aussi que je suis vers un chemin d'évolution. Et voilà. Et c'est tout ça qui fait qu'on s'entend vraiment très bien. Mes players dans nos entreprises sont presque des membres de ma famille. Ok. Et tu mets en lumière un point extrêmement intéressant, c'est finalement ce truc qu'on voit sur les réseaux où il faut travailler 80 heures semaine, c'est la course à celui qui dort le moins. Et on ne cherche pas l'efficience ou l'efficacité, on cherche plus la quantité à la qualité. Pour se prouver, etc. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit parfois. Mais finalement, ce n'est pas forcément le meilleur des chemins, notamment lorsque tu es en quête de ce que tu as évoqué, sortir progressivement de ton business pour le laisser tourner. Absolument. C'est quoi les différentes étapes que tu as mis en place pour pouvoir progressivement sortir de ton business, pour pouvoir te concentrer vers d'autres choses, comme tu l'as évoqué, surtout quand finalement, tu as tout construit et fait évoluer quasiment toute seule, et avec une volonté de perfection et de recherche du détail à ce niveau-là, où on pourrait se dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que je dois accepter que ce soit peut-être un petit peu moins bien fait ou pas fait exactement comme je voudrais? Tu vois, cette dualité que tu as en toi, et cette dualité, beaucoup d'entrepreneurs y font face, consciemment ou inconsciemment. Donc toi, quelles sont les différentes étapes que tu as mis en place pour sortir progressivement de ton business? Je pense vraiment qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Je ne dis pas qu'un est mieux que l'autre, mais je pense que tu as l'entrepreneur un peu, et on l'a vu dernièrement en mastermind ensemble, l'entrepreneur artisanal, celui qui veut tout faire lui-même, celui qui ne sait pas déléguer, celui qui n'a pas d'équipe ou qui a du mal à construire des équipes, celui qui pense qu'il sait tout mieux faire. Voilà. Moi, je fais clairement pas partie de ceux-là. Je fais partie des entrepreneurs qui adorent faire, qui adorent créer, mais qui savent déléguer pour justement aller mettre leurs œufs dans plusieurs paniers. Et je crois que c'est ce type d'entrepreneuriat-là qui fait aussi qu'à un moment donné, on a des équipes qui nous permettent simplement de dormir la nuit et de se dire « le travail, il est fait ». Évidemment, il faudra accepter que le travail soit peut-être pas fait comme toi, avec ta rigueur, etc. Mais il vaut mieux un travail fait à 80% qu'un travail non effectué. Et en plus de ça, c'est tout ce temps que tu vas gagner pour aller mettre à profit toute ta grande valeur ajoutée. Donc, comment j'ai fait à ce niveau-là ? C'est que, il y a 3 ans, juste après le Covid, plus ou moins, j'espère que je suis bonne au niveau des dates, j'ai vu tous mes managers et je leur ai dit, voilà, je suis à un tournant de ma vie. Alors là, ils se sont dit tout de suite, vous allez partir, vous allez revendre votre boîte, vous êtes enceinte, j'ai entendu de tout. Et je leur ai dit, non, 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 non. Et je leur ai dit, voilà, toi, une de mes meilleures managers dont je parle souvent dans mes podcasts, elle s'appelle Alizée, c'était mon ancienne stagiaire. Aujourd'hui, elle est front office manager, donc elle gère tout le pôle réception. Elle a une petite vingtaine d'années, elle a 2 enfants en bas âge. Bref, c'est une warrior, mais je l'ai mise dans mon sac à dos depuis 10 ans et je la forme comme si c'était ma propre fille. Enfin bref. Et donc, je lui ai dit, voilà, tu t'es abouti, tu as réussi à faire ça dans ta vie privée? Oui. Toi, tu as fait ça dans ta vie privée? Oui. Toi, Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai un objectif. Vos objectifs, vous êtes en train de les réaliser, vous avez bien le droit de les réaliser. Bah oui. Parce que toujours aussi faire en sorte que l'autre arrête de nous voir comme un patron, comme un alien. Hein. On est tous des humains et on est au même niveau. Et je leur ai dit, moi, mon objectif, c'est de sortir de l'opérationnel, d'arrêter d'être embêté par tous ces problèmes du quotidien. Et on va mettre en place des règles, un fonctionnement. Ils ont tous eu des cours de management pour, évidemment, qu'ils s'améliorent et qu'ils aient moins besoin de moi avec leurs équipes. Ils ont tous eu un coaching financier pour exactement la même chose. Donc voilà, on n'a pas hésité à mettre vraiment la main au portefeuille avec les formations. Je te parle plus de presque 100 000 € de formation annuelle. Donc on va très très loin dans la formation chez nous. Et je leur ai dit, le moyen de communiquer, ça va être comme ça et plus comme ça.
quand est-ce qu'on me contacte, ça va être comme ça et plus comme ça. Et en fait, ils l'ont super bien compris parce que j'ai mis tout ça en process. Tous les mois, il y avait un nouveau process. On les a assemblés et ils ont compris que je voulais juste prendre un tournant dans ma vie et que j'en avais le droit. Et en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que femme. Et le fait de leur avoir parlé à cœur ouvert, ils se sont sentis touchés aussi par une directrice qui était un peu fatiguée de faire 80 heures semaine. Tu vois, il faut oser le dire à ses équipes. C'est fondamental, enlever cette barrière de patron, salarié. Non, non, non. Et donc, c'est tout ça qui a fait que j'ai mis tous ces process-là en place. Par exemple, bêtement, chez moi, j'ai interdit le WhatsApp. D'accord. Je l'ai interdit. Alors, je sais bien que certains trouvent ça un peu dur, mais nous, on fonctionne avec un autre type d'application. Je demande à toutes mes équipes d'avoir cette application-là ouverte de telle heure à telle heure. Comme ça, on sait que pendant les heures ouvrables, les notifs doivent être consultés pour une meilleure gestion de leur département et de l'hôtel. Mais à un moment donné, les WhatsApp intrusifs pour te demander des bêtises, c'est pas nécessaire. Si tu envoies un message à ce moment-là, tu déranges, pas que moi, tu déranges aussi tes équipes, peut-être un jour de repos, peut-être quand, je sais pas, ils font un autre truc et qu'ils n'ont pas envie, tu viens les déstabiliser, tu vas les mettre de mauvaise humeur, etc. Donc, je suis quand même, voilà, vraiment là dans une optique qui soit bien dans ma boîte et toutes ces règles-là, finalement, on est tous des humains, on a tous envie d'être sereins. Ouais. Dans notre tête. Et donc, j'ai enlevé ma casquette de patronne et j'ai mis ma casquette de collaborateur et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais envie qu'on fasse et qu'est-ce qu'on ne fasse pas. Et toutes ces règles-là font qu'aujourd'hui, je dois dire que je peux ne pas venir dans mon établissement hôtelier pendant 2 semaines. J'ai des super managers en dessous de moi qui vont gérer avec des rapports, des to-do list interconnectés. Pareil, to-do list interconnectés. Plus besoin même de se parler. Tu vois que telle personne a accompli telle tâche, te mets une petite note. Tu réponds à la petite note quand tu as envie. Mais tout ça, Alex, je te parle de process que j'ai mis en place d'année en année. Mais toutes ces petites choses-là font que tu dégages du temps. Ouais. Et ce temps-là, tu vas aller le mettre ailleurs. Et en faisant ça, j'ai construit d'autres entreprises et d'autres choses sur le côté. Donc, c'est une énormissime remise en question à l'entrepreneuriat. Il ne faut jamais lâcher et toujours se dire qu'est-ce que je peux digitaliser, qu'est-ce que je peux faire mieux, comment je peux mieux parler à mes équipes sans les déranger, etc., etc. J'ai tout mis sur la table, en fait, tout en se mettant dans les deux places, celle du patron et celle du salarié. Continuellement se remettre en question, hein, c'est souvent le truc qui fait que les entrepreneurs stagnent. Complètement. C'est assez dingue. Tu évoquais différents projets. On peut teaser On peut teaser un peu. Un projet, justement. Je sais qu'un de tes projets, c'est de faire une sorte de show télé Oui. Pour promouvoir l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, ce que je peux te dire, c'est que ça sera certainement sur les écrans en 2025. Okay. Ce que je peux aussi te dire, c'est que… En Belgique, donc. En Belgique, pour commencer. C'est que j'ai voulu de nouveau créer, avec certains de mes compatriotes entrepreneurs, un programme qui allait suivre les entrepreneurs starters ou aboutis, qui en fait vont permettre à un entrepreneur un peu endormi ou qui n'a pas trouvé les bonnes personnes dans son parcours, de se réveiller. De se réveiller. Ou de se révéler. Ou de se révéler, voilà. Mais voilà, les deux sont totalement complémentaires parce qu'il y en a qui n'ont vraiment pas eu la chance d'eux, tu vois. Parce que le facteur chance, il est quand même présent. Alors, il faut la développer, la chance, la créer, tout ce qu'on sait. Mais il y a des gens, ils ont bossé toute leur vie, ils n'ont juste pas eu la chance de faire la bonne rencontre, tu vois. Ouais. Ils ont travaillé de manière machinale. Or, de nouveau, se remettre en question, ce n'est pas inné chez tout le monde. Et on va les aider sous forme de toute une série de paramètres et d'acteurs externes à se remettre en cause pour leur bien et pour justement évoluer de manière positive dans leur business. Parce que de nouveau, tu sais, quand on entend ces entrepreneurs qui disent « moi j'ai un petit comptable, pas trop cher, comme ça j'économise de l'argent », non, ouais. Justement, on paye le cher, ce sera certainement le meilleur et lui par contre va te faire gagner de l'argent, tu vois. Ce sont toutes des petites choses comme ça et je pense que l'entrepreneur n'a pas toujours conscience de tout parce que de nouveau, il ne sait pas assurer tous les métiers et donc on va les aider. Et donc, cette émission télévisée sera axée là-dessus, donner vraiment un coup d'accélérateur à des entrepreneurs, quels qu'ils soient. Et ça, c'est important, quels qu'ils soient, parce que parfois, je rencontre des entrepreneurs, ils ont une 50aine d'années, où ils sont proches de la pension, et toute leur vie, ils ont eu dur, parce qu'ils n'ont pas fait de la com.
parce qu'ils sont pas bons managers. Mais ils se sont pas remis en cause ou personne n'a eu de débat intéressant avec eux pour pouvoir leur dire allez, on y va, on fait ça différemment, viens, je vais te montrer, je vais t'aider. Et si je fais aussi tout ça, c'est parce que j'aurais peut-être aimé qu'on m'aide encore plus quand j'ai commencé. Même si je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, j'ai quand même été très rapidement à la tête seule de cette grosse boîte à gérer. Et donc, il y a plein de choses dont j'ai manqué, même en étant entourée. Alors imagine quand tu n'es pas entourée. Donc, je suis quand même toujours dans l'aide envers l'autre. J'aime beaucoup, voilà. Complètement. Tu penses que tout le monde est fait pour être entrepreneur? Pas du tout. Pas du tout. Et surtout, s'écouter. Et c'est à la mode, l'entrepreneuriat. Ouais. Ça, on en parle partout. C'est bien. Mais de nouveau, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. L'indépendant n'est pas toujours entrepreneur. Voilà, donc ce sont des métiers qui sont différents. Et je crois que se connaître, ça fait partie d'une des choses les plus importantes dans la vie. Savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas, savoir quel type de collaborateur on est au travail, savoir quand est sa limite, etc. Alors, pousser, c'est bien, mais à un moment donné, ça ne sert à rien d'aller accepter un job ou de se lancer dans la création d'une boîte si viscéralement, on n'est pas comme ça. Il faut quand même avoir la faim chez l'entrepreneur. Et tout le monde n'a pas la même faim. Peut-être que si on va manger un McDo, tu vas manger 3 burgers et moi, je vais en manger qu'un. On a tous des faims différentes. Et donc, il faut respecter la faim de chacun et pas partir dans des travers de se dire c'est la mode, moi aussi, je veux être mon seul patron, etc., etc. L'entrepreneuriat se mesure également sur la longévité. Pas parce qu'on a fait un coup que c'est pour toute la vie. Alors, tout dépend évidemment de la nature du coup ou du deal. Mais c'est aussi la longévité parce que c'est un long chemin semé d'embûches. Et pour moi, ce n'est qu'après déjà une première petite dizaine d'années qu'on va voir un peu quel type d'entrepreneur que c'est. Je pense que le cap des 5 ans, des 10 ans, etc., ce sont des caps assez importants pour voir si la personne tient la route. Et combien d'entrepreneurs l'ont été 10 ans et puis on dit, écoute, non, finalement, je repars dans le milieu du salariat. Et ils ont raison, ils se sentent beaucoup mieux. Voilà, la faim a diminué, il faut le respecter. Complètement. Ou on identifie que ce n'était pas le chemin de vie qu'on avait spécifiquement envie d'avoir. Ouais, complètement. Pauline, merci pour cet échange. Merci à toi. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. D'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent ici, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils nous écoutent, soit YouTube ou plateforme de streaming, peu importe. Si vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai apprécié l'animé, faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, tu as mis les 5 étoiles sur Apple Podcast, mais je sais que tu écoutes le Déclic. Je suis extrêmement abonnée au Déclic. J'écoute tous les podcasts, je commente tous les posts, donc je conseille à tout le monde de le faire et surtout de continuer ces échanges en écrivant si vous avez apprécié le podcast, les anecdotes, etc. Donc, je me réjouis aussi d'avoir un peu les retours de toutes les personnes qui vont écouter ceci. Superbe, je me réjouis également. J'ai une dernière question pour toi. Je t'écoute. Est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, le déclic qui a fait toute la différence, qui a littéralement créé, je dirais, une transformation identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview. Ça peut être une simple phrase, ça peut être une situation, une citation, quelque chose de positif, de moins positif, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Quelle responsabilité. Je dirais que j'étais une vraie créative et une mauvaise financière. Et aujourd'hui, en étudiant toutes ces failles et en m'améliorant dans la finance, je suis devenue une très bonne financière et une très bonne, ou en tout cas, j'essaye au maximum d'exceller dans la créativité. Et donc, même ces plus laids démons, j'étais tellement nulle en maths pendant toutes ces années à l'école qu'aujourd'hui, mon défi personnel, c'est pendant toutes ces années, c'est avoir travaillé la finance, avoir travaillé les chiffres, les comprendre. Et là, je pense que vraiment, on est acteur de sa boîte. Et même si on ne peut pas être parfait, travailler ses démons pour quand même savoir vers où on va et connaître sa boîte à 360, ça a été pour moi clairement une des clés, voire la clé, parce que finalement, il n'y a que le financier qui a raison. Merci Pauline. Merci à toi, c'était super.